Salut à vous qui suivez notamment ma page en fait depuis un certain temps et puis vous qui allez me découvrir au travers cette vidéo. C'est vrai que j'avais annoncé sur cette page Facebook comme quoi j'envisageais de faire un tuto euh, donc par rapport à ce que par rapport à ce que je partageais, ce que j'ai l'habitude de partager, hein, ceux qui suivent, vous voyez très bien que je partage essentiellement des structures géométriques dites conceptuelles et lesquelles traduiraient en fait l'énergie dans un sens large du terme. C'était, on va dire, tout l'objet de mes recherches. Donc voilà, à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé ces recherches intensives, hein, non-stop d'ailleurs, je pourrais dire. Et là, je m'apprête justement donc à vous présenter, on va dire, l'essentiel, hein, enfin ce qui est le plus important de toutes ces recherches. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect absolument factuel, je dirais, quoi, au travers justement une mathématique concernant la constante pi. Et contrairement justement à des interprétations en fait où là interprétation ça reste une interprétation, il n'y a rien de il y a rien de sûr en soi en fait, alors que les mathématiques justement leur intérêt c'est ça, c'est à partir du moment où on utilise on va dire des formulations qui ont du sens quoi, et qu'on parvient à des résultats, on peut dire comme quoi ces résultats sont une vérité, ce qu'on appelle universelle quoi. Donc du coup on est dans le domaine du factuel quoi. Donc voilà, donc là ça va être l'intérêt justement de la présentation de cette vidéo. Donc ça va plus être on va dire un diaporama commenté hein, plutôt qu'un tuto en fait, hein, où je vais créer, certains auraient pu s'attendre à ce que je crée en direct en fait des structures. Je le ferai peut-être par la suite, hein, parce qu'il serait intéressant effectivement d'aborder certaines d'entre elles, notamment celle qui est affichée en fond d'image là. Hein, ça c'est le tout premier travaux hein, sur le nombre d'or hein, que j'ai si maîtrisé assez rapidement. Mais bon, bref, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je reviendrai probablement là-dessus sous forme de tuto. Et là, pour le coup, je ferai des constructions, on va dire, en direct, quoi. Voilà, de façon à bien expliquer ces géométries conceptuelles, j'insiste, hein. Je fais la distinction entre géométrie conceptuelle et cette géométrie dite sacrée. Bon, ça se rejoint, hein, mais bon, pas forcément tout, justement. Et puis, j'aime pas trop ces termes, justement, sacrés, en fait. Ça a tendance à mystifier les choses et donc du coup on va dire à décrédibiliser un petit peu le contenu en fait quoi. Donc bref voilà donc ici je fais un synoptique. Alors déjà la question, je viens sur la question donc et si la constante pi est élétaire. Donc vous imaginez bien que cette question on se la pose pas un matin en se réveillant hein, comme ça. Rien que la question en elle-même en fait traduit effectivement du contenu hein, donc des travaux de recherche hein. C'est clair, hein, sinon c'est juste pas possible de se poser cette question-là en fait, quoi. Tout simplement. Hein. Déjà, il faut comprendre, on va dire, cet aspect des choses. Là, j'ai fait un petit synoptique justement de comment j'ai pu aborder, on va dire, l'énergie, hein, dans le sens général du terme. Hein, j'insiste. Donc nous, on travaille exclusivement en sciences, en fait, en sciences depuis plus d'un siècle maintenant, un peu moins, ouais, un peu plus d'un siècle maintenant, depuis les travaux de Maxwell. On va dire, on concentre tous nos travaux sur l'énergie électromagnétique. Donc qui fait bon, l'énergie électromagnétique, hein, ça traduit quoi? On va dire, ça traduit cette notion de longueur d'onde, hein, donc de notion physique à proprement parler. Donc c'est un champ temporel, temporalisé. Donc ce champ, ce serait le champ de la matérialisation, ce qu'on appelle nous matière en fait. Quoi. Hein, mais bon, matière est égale à énergie, hein, donc là encore, hein, on a toujours affaire à cette même notion, l'énergie. Et donc ce champ-là, bon bah voilà, tous nos travaux scientifiques effectivement sont exclusivement basés sur cette énergie, ce type d'énergie. Et enfin moi pour ma part en fait, j'ai décidé de non pas d'aller comment dire, de rajouter des dimensions comme on peut le voir souvent justement dans des théories qui essaient d'appréhender des causalités en fait, hein, une causalité pour expliquer la réalité physique, on a tendance à rajouter des dimensions. Et je trouve pas ça très logique en définitive, hein, parce qu'on complexifie en fait pour la compréhension, alors qu'en fait pour comprendre, ben, le mieux ça serait de simplifier. Et donc du coup moi j'ai fait un raisonnement inverse. Je me suis dit bon bah ça doit partir de la dimension nulle et progresser en fait hein, jusqu'à la dimension 3 plus t quoi, en fait quoi. Donc pour parvenir à l'énergie électromagnétique, il faut forcément partir on va dire d'une strate, hein, on peut appeler ça comme ça, c'est stratifié là, il y a trois strates en fait quoi. Et donc bon, j'ai commencé à travailler, moi, à étudier un champ informationnel. Donc informationnel, pourquoi? Bon, c'est un champ d'énergie qui serait composé de notions d'énergie, des charges,
et ces charges seraient identifiables par les nombres, en fait, quoi, par l'écriture des nombres, en fait, quoi. Hein, donc les nombres, en fait, sont un outil, en définitive, quoi, pour identifier des charges d'énergie, en fait, quoi. Donc ça, c'est le champ informationnel. Je ne vais pas le développer non plus. Il serait totalement intemporel. Donc c'est vraiment le gros de mes travaux de recherche, c'était le début, ça, hein, le tout début. Hein. Donc là, ça m'a occupé quelques années, hein, quand même. Et je travaille encore tous les jours avec, hein, pour ainsi dire, hein, dès que je fais des calculs ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai pris maintenant on va dire, j'ai pris l'habitude en fait de travailler en fait avec ce qui serait un langage, hein, parce que là, on aurait un langage à part entière. C'est-à-dire les nombres ne seraient pas des valeurs ici, en fait, mais des encodages. Donc à proprement parler, c'est ça, c'est des encodages, quoi, en fait, quoi. C'est un champ encodé, en fait, quoi. Et ce champ, c'est bien et bien des notions d'énergie. Donc c'est de l'énergie, hein. Donc ce champ traduit quoi? Traduit l'unité, en fait. On peut traduire ce champ plutôt par l'unité 1, en fait, quoi. Hein, donc 1 serait le champ informationnel. Hein, donc cette fameuse unité donc, qui unifierait tout, en fait, justement. Hein, on peut en fait visualiser ce champ informationnel en projetant des matrices. Hein, donc en inscrivant des nombres dans des matrices, en fait, quoi, et ensuite en les réduisant à un seul chiffre, voire à deux, en fait, pour avoir une meilleure vision. Enfin bon, justement, je ne vais pas développer parce que ça va faire beaucoup, hein, entre la réduction des nombres à un chiffre et puis les terres pour certains, ça va faire déjà, ça va paraître complètement improbable. Mais bon, hein, je vous demande dans ces cas-là d'être patient et de regarder au moins la suite. Et ensuite, vous ferez votre opinion. Donc du coup, oui, ce champ informationnel, une petite chose à dire quand même, c'est qu'il est atemporel, justement. Il n'est pas du tout concerné par les notions de temps. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a que par les nombres en fait, qu'on peut le visualiser. Hein. Donc les nombres servent à identifier ces notions. Il y a 9 notions à distinguer, hein, 9 notions d'énergie. Hein. Donc ces charges-là, en fait, donc, il y en a 9 à distinguer. Et donc c'est pour ça qu'on utilise effectivement 9 chiffres, en fait, hein, pour écrire les nombres. Bon, plus 1 avec le 0, mais le 0, il a quelque chose de particulier, hein, c'est que c'est simplement un marqueur d'échelle, en fait, quoi. Et au niveau informationnel, le 0 n'apparaît pas. Hein. Le 0, c'est 9, hein, au niveau du champ informationnel. Voilà, donc du coup, ce champ est purement atemporel, pas concerné par les notions des notions physiques telles que des durées ou des longueurs, hein, et autres, en fait, quoi. Et c'est ce champ-là, en fait, en termes d'observation, toujours pareil, dans le domaine conceptuel, en utilisant les nombres, justement, quoi. Ça va nous permettre, justement, de le projeter, en fait, hein, de sortir de l'unité 1, hein, et de le projeter et de visualiser donc, ce champ éthérique. Donc ce champ éthérique, on ne peut visualiser que par le concept. Hein, d'ailleurs, on le sait, hein, ce champ éthérique, c'est le champ tabou, hein, de la science. Hein. Il a été, on va dire, remis au placard, voire même jeté à la poubelle, par l'icône de la science Einstein lui-même, hein, dans les années 1900, début 1900, alors que tous auparavant, pour ainsi dire, hein, tous les scientifiques auparavant, les siècles auparavant, en fait, ont été persuadés de l'existence de ce champ, en fait, quoi. Hein, pour expliquer ne serait-ce que la propagation de la lumière, hein, ça paraît logique, hein, la lumière ne se propage pas, en fait, dans rien, en fait, quoi. Et donc ce champ était pleinement, on va dire, pressenti par la plupart des scientifiques, hein. Jusqu'à ce que Einstein, en fait, effectivement, en présentant sa relativité restreinte, me semble-t-il, a tout simplement dit comme quoi l'éther, en fait, n'avait plus lieu d'être. Hein. Donc là, c'était poubelle, quoi. Donc ça a été véritablement une catastrophe, hein, à mon sens, hein, pour la science, hein, pour nos progrès scientifiques, en fait, comment toujours est-il, parce que donc, on ne pourra progresser en science que lorsqu'on aura pleinement la pleine compréhension de l'énergie, de ce qu'est l'énergie. Hein. Et je ne parle pas que de l'énergie électromagnétique, parce qu'on voit bien que ça ne nous suffit pas, justement. Hein, aujourd'hui, on parle maintenant, donc on a jeté l'éther à la poubelle, alors que, oui, chose étonnante, hein, à préciser quand même, c'est que le même Einstein, en fait, une dizaine d'années plus tard, en présentant la relativité générale, cette fois-ci, il a réhabilité l'éther, en fait, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il a dit clairement en conférence, hein, il a dit, oui, bon, bah là, pour que ça fonctionne, par contre, il faut remettre l'éther au goût du jour, en fait, quoi. Et là, étrangement, on peut dire ça étrangement, quoi, ça n'a pas été du tout suivi d'effet, en fait, quoi. Hein, donc, c'est comme si on s'était empressé à jeter l'éther à la poubelle. Mais par contre, quand la même personne a simplement dit, bah non, bah en fait, je me suis trompé, hein, parce qu'il a reconnu son erreur, il faut le réhabiliter. Là, non, ça n'a pas été fait. Hein, voilà, tout simplement. Ça n'a pas été suivi d'effet. Donc pourquoi? Bon, ça c'est une question. Je laisse à chacun justement d'y répondre, de tenter d'y répondre, toujours est-il. Mais par contre, à côté de ça, et dans le même temps, hein, on était en pleine époque, hein, justement, des nouveautés, des recherches quantiques. Et on n'a pas hésité, effectivement, hein, à utiliser les termes de champ quantique,
Hein, bon, le vide, hein, quelle horreur, mais enfin bon, voilà, le vide. Hein, je ne sais pas qui c'est qui a pris cette décision d'appeler ce champ le vide, en fait, quoi. Ça a été pour moi la catastrophe du vide, justement, quoi. Hein, c'était d'avoir appelé ce champ le vide. Il n'y a rien de plus contre-intuitif que ça, en fait, quoi. Et sinon aussi, bah, plus récemment, l'énergie sombre, hein, par exemple. Hein, quand on nous parle d'énergie sombre, hein, donc là, qui manque à l'appel, hein, pour expliquer notamment, bah, on va dire les galaxies, hein, c'est-à-dire la cohésion des galaxies, en fait, des galaxies spirales notamment, quoi, la spiralité des galaxies, hein, qui normalement justement devrait se disloquer, en fait, quoi. Et là, bon, bah, il y a forcément donc une énergie, en fait, indétectable, hein, voilà, donc immatérielle, on peut le dire, on pourrait le dire, quoi, donc intemporelle, hein, comme je l'ai noté ici. C'est ce qui est la particularité justement de ce champ éthérique. Ce serait un champ donc intemporel, donc contrairement à atemporel, donc là lui il serait de tout temps en fait, quoi. De tout temps, mais il ne serait pas, on va dire, il ne serait pas influencé par les notions de temps, hein, de durée en fait, quoi. Voilà, hein, ils seraient donc éternels et pas influencés par ces notions-là, même si par contre, au contraire, il ferait le support, il serait le support, hein, il permettrait justement l'expression des durées, des longueurs, etc. Hein, donc ce serait la caractéristique première de ce champ. C'est pour ça qu'il est indétectable, justement, quoi. Hein, c'est de par cette intemporalité. Bah, du coup, voilà. Donc, l'objet de toutes mes recherches, ça a été ce champ-là, précisément. Donc, j'ai dû en passer par, justement, l'étude d'un champ informationnel. Donc là, c'est un langage, un encodage. Et c'est grâce à cette étude-là, en fait, que j'ai pu effectivement, véritablement conceptualiser le champ éthérique. Enfin, à mon goût, hein, voilà, ça m'appartient justement. C'est pour ça que je partage. C'est pour ça que je partage en fait ce dossier qui va faire une trentaine de pages. C'est pour que chacun justement puisse se faire une opinion, hein, et interpréter, on va dire. Et notamment interpréter quoi, par contre, ce qui est factuel, c'est-à-dire les formulations. Hein. Là, c'est surtout là-dessus qu'il va falloir, c'est surtout ça qu'il va falloir retenir, je dirais, de cette présentation. C'est comment interpréter les différentes formulations. Il y en aura pas 50, hein, je vous rassure. Hein. Et donc, je rassure aussi les non-mathématiciens et non-mathématiciennes. Je ne suis pas non plus mathématicien, loin s'en faut. J'ai dû m'y mettre tout simplement, hein, pour creuser cette question de l'énergie. Et donc, ne vous inquiétez pas, hein, je vais tâcher en fait il y aura certaines formulations qui vont apparaître et je tâcherai de les décrire justement au mieux en fait, quoi. Hein. Et vous verrez qu'elles sont tout à fait élémentaires. Hein, donc il ne faudra pas vous rebuter avec ça en fait, quoi, surtout pas. Voilà, bon bah écoutez, là on y va, hein, c'est parti. Hein, donc ce champ éthérique, alors ce champ éthérique, donc l'avantage de ce champ éthérique, c'est que bien qu'inobservable par l'expérience, il serait observable justement donc par la projection des nombres. Hein, donc les nombres, comme je le rappelle, hein, c'est un outil. Hein, les nombres sont un outil. Hein, on utilise des symboles pour identifier des notions de charge, en fait, hein, donc d'énergie, toujours est-il, quoi. Donc là, on aurait une première expression justement du champ informationnel de dimension nulle, et là, il passera en dimension 2, en définitive, quoi. Donc du coup, il faut imaginer simplement qu'avant la dimension 2, il y a quand même la dimension 1. Donc avant même que ce quadrillage, en fait, de visualiser ce quadrillage, il faut simplement imaginer là l'unité, hein, donc l'unité étalon, laquelle est le contenant et le contenu de toute l'information relative à une réalité physique. Toute l'information est contenue entre 0 et 1, en fait, quoi. Hein, donc c'est bel et bien ici la projection de cette même unité, en fait, qui va nous permettre de visualiser, on va dire, les concepts engendrés par cette unité, les concepts mathématiques et qui va conduire justement, et qui vont conduire justement à la formation, ne serait-ce que de toutes les constantes physiques, hein, et ensuite de toutes les notions physiques, hein, que ce soit les particules et tout le reste, et nous-mêmes d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, donc cette unité étalon donc se projette, hein, donc elle se répète, elle s'autoduplique. Hein, donc là, dans ces cas-là, donc on aurait des intervalles, ça se formerait des intervalles. Donc en dimension 1, on serait avec des intervalles, donc c'est des lignes continues en fait, hein, des lignes droites continues, donc des lignes droites sans fin en fait, quoi. Et tout ça serait pris dans une dynamique rotationnelle, donc c'est la dynamique rotationnelle du tout en fait, quoi. Et donc ce quadrillage, ça serait quoi? Ça serait le résultat en fait de deux plans arrêtés superposés de cette dynamique rotationnelle. Ça c'est très important. Hein, donc du coup voilà, donc la projection donc de l'unité donc qui par accumulation produit les nombres entiers. Hein, 1 plus 1, 2, plus 1, 3, plus 1, 4, etc. Donc on a autant d'intervalles que de nombres entiers, donc une infinité d'intervalles bien sûr.
Et donc là sont projetés donc les intervalles en dimension 1, dynamique rotationnelle, plan arrêté par 90 degrés, et donc on se retrouve avec un seul et même champ d'information, hein, c'est de l'information avant tout, donc de l'énergie, un seul et même champ en fait perpendiculaire en fait avec deux plans arrêtés, donc ces deux plans sont perpendiculaires entre eux. Voilà. Alors là, tout de suite, on peut forcément y entrevoir ici, on va dire, la propriété première, hein, du champ électromagnétique, à savoir justement, comment dirais-je, l'oscillation de deux champs électriques et magnétiques perpendiculaires entre eux. Donc on aurait l'expression ici des deux champs électriques et magnétiques en fait. Donc là, j'en parle parce que justement, non seulement on a jeté les terres à la poubelle, hein, au début du siècle dernier, mais en plus, depuis les travaux de Maxwell, une question s'est posée et qui a elle aussi a été remisée sous le tapis, c'est-à-dire c'était la question taboue, à savoir, bon, c'est très bien ces équations de Maxwell, maintenant on comprend que le champ électromagnétique, il se compose d'un champ magnétique et d'un champ électrique, donc du coup la question légitime, hein, la question la plus logique qui soit, c'est de dire, bon, dans ce cas, il faudrait peut-être comprendre, et si on veut remonter à une causalité, hein, vis-à-vis de l'énergie électromagnétique à proprement parler, il faudrait simplement essayer de comprendre d'où ce que sont ces champs en fait électriques et magnétiques, d'où proviennent-ils, quoi. Et ça c'est pareil, question taboue, hein. Vous pouvez la poser sur n'importe quel forum, moi je l'ai fait, là il n'y a pas de réponse, hein. Eh ben non. Donc c'est ça qui est vraiment dommageable en fait, quoi. C'est comment on peut accepter de faire de la science, je veux dire, depuis un raisonnement euh, lequel est fondé en fait sur deux notions dont on ne cherche pas à comprendre d'où viennent-elles, le champ électrique et le champ magnétique. Ça c'est pareil, ça me paraît totalement insensé, ça c'est vraiment et donc du coup moi c'est vraiment là-dessus j'ai concentré toutes mes recherches, à savoir justement d'appréhender ces deux champs en termes de causalité justement, c'est-à-dire d'essayer de les traduire d'une manière ou d'une autre, et au moins d'expliquer leur présence, quoi, hein. Et au moins après on pourrait mieux comprendre le pourquoi du comment de l'énergie électromagnétique, hein. Ça me paraît être le bon sens en termes de raisonnement, ça en fait, quoi, hein, et non pas comme on a l'habitude de le faire justement, de rajouter des dimensions, hein, comme la théorie des cordes, où on rajoute des dimensions pour essayer éventuellement d'expliquer une causalité. Ça pour moi ça n'a pas de sens, ou on va dans le mauvais sens, justement, quoi, hein. C'est plutôt, il faut en retirer, justement, quoi. Et donc, du coup, voilà, ce quadrillage, en fait, si vous voulez, voilà, pour faire simple, ce quadrillage traduirait ça, en fait, quoi. Il traduirait, effectivement, déjà, on va dire, la causalité des champs électriques et magnétiques, du champ électromagnétique. Voilà. Bien que là, on est vraiment dans le domaine immatériel, intemporel, purement conceptuel. Mais de toute façon, c'est la seule manière comment dirais-je, qu'on aurait à disposition pour pouvoir, justement, appréhender ce champ éthérique, ce champ d'énergie éthérique. C'est la seule façon de faire, hein. C'est pour ça qu'effectivement, ce champ a été remis à la poubelle, parce que, bon, expérimentalement, on ne pourrait jamais l'observer, hein, voilà. Donc, s'ils se sont dit, bon, voilà, comme ça, moi, comme on ne pourra jamais l'observer, et hop, on le met à la poubelle. Mais bon, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce qu'il y a des choses qu'on utilise aujourd'hui, par exemple en quantique, qu'on ne pourra jamais observer, mais pour autant qu'on considère comme telles, quoi, par exemple, et dans plein d'autres domaines d'ailleurs, hein. Mais pourquoi le champ éthérique, justement, non, lui puisqu'on ne peut pas l'observer, on n'en parle pas, quoi. C'est vraiment le sujet tabou, hein. D'ailleurs, je ne m'attends pas du tout à ce que la communauté scientifique, entre nous soit dit, comment dirais-je, valide ce que je vais vous présenter aujourd'hui, hein. Les travaux, non, là, ça concerne le champ éthérique, justement, donc là, certainement pas, hein. C'est l'épouvantail de la science, hein. Donc du coup, ça va même être très fortement critiqué, j'imagine. Mais bon, j'attends de voir, parce que au niveau des formulations, ça risque d'être comique quand même, hein. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir critiquer ça, hein, mais bon, bref, après on verra comment ça va se passer, hein. Mais je sais que là, effectivement, je mets le doigt sur quelque chose qui ne plaît pas forcément à la communauté scientifique, hein. Je parle bien de la communauté, je fais pas l'amalgame entre la communauté scientifique, hein, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de la science, hein, qui est totalement en fait sous contrôle, hein, sous couvercle, hein, dogmatisé à souhait, hein, formalisé, hein, formaté, hein, et les scientifiques, hein. Je sais très bien qu'il y a des scientifiques en fait qui ont quand même, on va dire, une liberté de penser, pas forcément d'action, hein. Professionnellement, je pense pas qu'ils aient une liberté d'action, mais au moins de penser en fait, et puis bon, de façon à orienter un petit peu leurs travaux de recherche, quoi.
Donc il y en a quelques-uns quand même qui osent, on va dire, sortir des sentiers battus. Ils sont pas nombreux en France, hein. Je les compte, on va dire, sur les doigts d'une main en fait, et la main n'est pas pleine, hein. Donc c'est pour vous dire quand même qu'ils sont malgré tout pas nombreux, hein. La plupart, on va dire, se complaisent, hein, dans le dogmatisme et le formalisme de la communauté scientifique, je dirais qu'en fait, quoi. Mais bon, bref, là est un autre sujet. Donc du coup, voilà, on va tenter d'aborder cet éther en fait avec ce maillage. Hein. Donc là, c'est un maillage tout à fait élémentaire, composé de mailles unitaires. C'est la projection des nombres. Donc en notation scientifique, donc là on a la base décimale. Hein. Donc c'est la base décimale, donc elle est vraiment induite par justement l'organisation du champ informationnel. Hein. Donc c'est 9 notions à distinguer en fait, quoi. Donc 9 notions, 9 symboles. On ajoute le zéro. Ça, c'est vraiment comment dirais-je, le marqueur comment dirais-je, de l'échelle décimale justement, quoi, en fait, quoi. Et en notation scientifique, cette échelle décimale, en fait, elle se note 1 multiplié par 10 exposant n plus 1 pour ce qui est d'une projection vers le microcosme. Et donc, et son inverse, hein, si on a le 1 multiplié par 10 exposant n plus 1, on a forcément l'inverse de cette notation-là. Et donc, l'inverse de cette notation-là, en fait, mathématiquement, ça donne 1 multiplié par 10 exposant n moins 1. Donc, ce maillage a l'intérêt justement de permettre quelque part d'unifier le microcosme et le macrocosme dans une seule et même représentation, hein, donc représentation élémentaire. Il faut comprendre que ce maillage, en fait, c'est la fractale la plus élémentaire qui soit, hein. Là vraiment, il n'y a pas plus élémentaire que ça comme fractale justement. Donc la fractale, c'est pareil, c'est une notion en fait qui est fondatrice, hein, évidemment, quoi. Donc c'est-à-dire que ce carré ici qu'on a ici de surface 1 en fait, quoi, on va dire c'est la même chose, hein, que ce carré de surface de 10 par 10, quoi, en fait, quoi. Hein. Si ce n'est que là, bon, il n'y a rien qui apparaît à l'intérieur de ce carré. Et l'intérêt justement de cette projection, ce serait de faire apparaître le contenu conceptuel, comme je le dis, hein, l'unité c'est tout, hein. Il y a toute l'information là, en fait, quoi. Et donc ça permettrait justement de visualiser, on va dire, la conceptualisation en fait de cette information. Hein. Donc voilà, plus on projette en fait d'informations, et plus on aurait en fait comment dirais-je, un visuel sur l'information justement contenue dans cette unité, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, ce carré de 1, c'est une projection après de 10 par 10, de 100 par 100, etc. On revient toujours à l'unité en définitive, quoi, hein, au niveau mathématique, conceptuel, quoi. Donc c'est l'intérêt du quadrillage élémentaire, donc il serait bien plus qu'un outil mathématique, ça serait véritablement une structure, la plus élémentaire qui soit, le support de l'énergie. Hein, donc l'énergie donc précédant l'énergie électromagnétique. Donc cette structure, ce maillage élémentaire, donc il serait donc complété, enrichi par des subdivisions supplémentaires, donc des subdivisions intermédiaires. Et donc ça se fait par la mathématique donc tout à fait universelle, hein, mathématique naturelle, donc d'extraction des racines carrées des nombres entiers. Hein. Et donc du coup, là c'est pareil, c'est un calcul, hein, comme un algorithme, hein, on utilise un algorithme en fait qui d'ailleurs fait intervenir la base décimale, hein, par ailleurs. C'est vrai que nous on n'a plus l'habitude d'extraire, de calculer manuellement les racines carrées parce que bon, on a des calculatrices, mais bon, il faut savoir que c'est un calcul à part entière. Et donc du coup, voilà, ce maillage en fait élémentaire serait enrichi par ces subdivisions là en fait, quoi. Alors c'est vrai, j'ai pas précisé subdivision, c'est les intervalles si vous voulez, hein. Intervalle, bon, quand on parle d'énergie, hein, il s'agit de ça, hein, on est ici au niveau fondamental. Quand on parle d'énergie, intervalle c'est synonyme comment dire, de vibration, hein, de fréquence, quoi, en fait, quoi. Hein, donc énergie, vibration, fréquence, hein, c'est Tesla en fait, hein, et d'autres en fait, hein, qui comme ils l'ont dit, hein, donc c'est ça en fait, hein, si on veut comprendre justement l'univers, déjà il faut vraiment tout ramener à ça en fait. Donc vibration, fréquence, c'est de l'énergie en définitive, quoi. Donc voilà, donc ces intervalles en fait seraient assimilables justement à cette notion là en fait, hein, en relation justement avec l'énergie, quoi. Et donc voilà, donc la mathématique originelle, donc cette mathématique originelle donc de l'extraction des racines carrées des nombres entiers, hein, donc de la projection de l'ensemble n, donc pour ce qui est du quadrillage élémentaire, on va dire, quoi, on passerait justement à la projection des racines carrées de n. C'est ça, donc de n plus 1 en fait, quoi. Donc de racines carrées de tous les nombres entiers en fait, quoi. Donc le maillage élémentaire de 10 unités. Hein, donc voilà, donc ces 10 unités-là en fait seraient subdivisées du coup, ça serait identique et analogue à une subdivision de 100 racines carrées en fait, quoi.
parce que racine carrée de n au carré est égale à n, en fait, quoi. Donc du coup, si on projette jusqu'à 100 unités, par exemple, c'est des unités entières, ce maillage, dans ces cas-là, ça reviendrait à faire justement une projection en fait, des racines carrées jusqu'à donc 100 par 100, donc 10 000 en fait, quoi. Hein. Voilà, donc jusqu'à la racine carrée de 10 000. Hein. Donc il y aurait 10 000 subdivisions en fait, quoi. Donc c'est une manière d'enrichir ce maillage élémentaire par des subdivisions donc supplémentaires et là bah, absolument contrôlé par les mathématiques. Hein. Donc on va le voir par la suite, hein, c'est une subtilité qui expliquerait entre autres l'irrationalité de la constante pi. Hein, le nombre pi est irrationnel et cette irrationalité proviendrait de l'irrationalité des racines carrées. Hein, donc les racines carrées, je rappelle l'ensemble R des racines carrées, comment dirais-je, inclut l'ensemble n. Hein, il est d'accord, hein, racine carrée de 1 égale 1, racine carrée de 4 égale 2, etc. Donc là voilà, il y a cette subtilité en fait, elle serait très très importante en fait, même plus que ça d'ailleurs. Hein. Elle serait essentielle justement, et comme on va le voir par la suite, quoi. Donc on se retrouve avec ce maillage justement, donc toujours pareil, hein, c'est un seul et même champ, perpendiculaire sur lui-même. Hein, donc il y a une notion de superposition, on va dire, de champ en fait. Donc on aura affaire au champ électrique et magnétique ici en fait, quoi, en termes de structuration élémentaire, donc conceptuelle, mathématique. Donc là, bon voilà, donc là je fais un gros plan donc, pour montrer. Donc euh, voilà, entre les racines carrées de 1 et de 4, donc entre les nombres entiers 1 et 2, hein, donc l'intervalle 1 et 2, on aurait bien ici deux subdivisions supplémentaires que sont la racine carrée de 2 et la racine carrée de 3. Hein, entre 2 et 3, bon, la racine carrée de 5, 6, 7, 8, etc. Donc c'est voilà, ça c'est vraiment la subtilité qui va faire tout le reste. Hein. Vous verrez, hein, il m'a fallu un certain temps avant de. Pourtant c'est élémentaire ça. Hein. Ça paraît évident quand on voit ça, mais oulala, pas avant d'arriver à ça en fait. Non, il a fallu, on va dire, passer par quelques chemins tortueux en termes de réflexion et de raisonnement en fait. Quoi. Donc du coup voilà, ce champ en fait va bel et bien servir de support à l'énergie électromagnétique, donc à ce que l'énergie électromagnétique puisse être manifestée. Hein, donc, c'est-à-dire en fait aux notions de grandeur physique, hein, de distance, de durée, hein, et donc de vitesse, hein, avec le rapport V égale D sur T. C'est véritablement ce champ-là, puisque c'est de l'énergie, hein, on se retrouve là avec de l'énergie en fait, quoi. Uniquement de l'énergie, c'est l'expression de l'énergie en fait, quoi. Et c'est véritablement ce champ-là qui va permettre à l'énergie électromagnétique de se manifester. Donc on est bel et bien effectivement dans une dimension inférieure ici en fait. Donc là on sera en dimension 2. Hein. Pourquoi? Parce que tout ce petit maillage en fait, ces petites lignes qui se croisent forment des surfaces. Hein, on peut le voir. Hein. Voilà. Donc le maillage unitaire c'est des surfaces de 1, il n'y a que des surfaces de 1. Et subdivisé par les racines carrées, on se retrouve avec plein de petits rectangles en définitive. Quoi. Hein. Donc c'est ça qu'on va étudier de près justement, la mathématique relative à ces petits rectangles. Donc alors, un petit point sur pourquoi avoir choisi donc l'unité comme notion première. Bon, ça c'est mon cahier des charges qui tenait sur un post-it. Hein, je me suis imposé effectivement un post-it comme cahier des charges, à savoir euh, tout devait être élémentaire, donc que ce soit en mathématiques ou même en géométrie. Ça devait être pour une causalité absolument élémentaire. Il était hors de question d'utiliser des constantes telles que structure fine, charge élémentaire ou autre en fait, quoi, pour pouvoir expliquer en fait et remonter à une causalité. Non, c'est l'effet inverse. Hein, c'est une causalité élémentaire qui doit permettre d'expliquer justement ces constantes. Donc ça c'est le premier point, élémentarité. Et quelle est la notion élémentaire, hein, la plus élémentaire qui soit, comment dirais-je, mathématiquement et géométriquement en termes de surface par exemple, c'est 1 en fait. Quoi. 1 égale, avec cette égalité, 1 égale 1 au carré. Et 1 au cube si on parle de volume. Mais on ne va pas rentrer dans le volume justement. C'est le but de ne pas progresser dans le volume, c'est de rester justement au niveau dimension 2 en fait. Quoi. Et donc du coup, voilà pourquoi avoir choisi cette unité, c'est pour ça, hein, c'est parce que c'est cet aspect élémentaire en fait. Quoi. Donc c'était pour moi la meilleure candidate qui soit pour expliquer, on va dire, une causalité. Hein, quand on parle d'un point singulier, par exemple au Big Bang, la singularité, la singularité, ça serait justement ce point de dimension nulle, une énergie infinie, justement, c'est la particularité du champ informationnel, de dimension nulle, énergie infinie. Hein, c'est tout à fait sa particularité. Et comment dirais-je et donc ce point, en définitive, ça sera un carré, hein, parce qu'on ne peut pas dissocier le carré du cercle. Hein. Donc le carré de 1 comme diagonale, et là la racine carrée de 2, il fait apparaître
une entité mathématique qu'est la racine carrée de 2. On peut même parler d'ailleurs de constante. Hein. Racine carrée de 2 qui par ailleurs est elle-même conceptualisée. Donc il y a une racine carrée de 2 au niveau encodage dans le champ informationnel. Donc il y a quelques décimales à changer. Mais il préexiste une racine carrée de 2 en fait encodée. Donc c'est dire l'importance de cette racine carrée en fait. Quoi. Hein, et donc, du coup, bien sûr, le carré de 1 intègre aussi, bien sûr, le cercle du diamètre 1, donc le cercle de périmètre égale pi, en fait. Quoi. Voilà. Donc, du coup, le carré de 1, à lui tout seul, si vous voulez, traduit quoi? Traduit deux entités mathématiques, que sont la racine carrée de 2 et la constante pi. Et ça pose la question, justement, cette propriété singulière donc, de l'unité, justement. Est-ce qu'il existerait une relation entre la racine carrée de 2 et la constante pi? Hein, donc voilà la question qui est posée. Bon, bah, on verra par la suite que oui, en fait. Quoi. Et donc moi, c'est ce qui m'a justement conduit à toutes ces, enfin, je veux dire, à ces trouvailles en fait que vous allez voir par la suite, hein, ces observations. Donc du coup là voilà cette projection donc par les racines carrées donc là qu'on a réduit à 10 unités par 10 unités. Donc il y a 100 racines carrées. Voilà, je précise ça à chaque fois, mais bon, on est bien d'accord. Hein, c'est 10 unités entières est égal à 100 subdivisions de racines carrées. Et donc on va donc pourquoi quel serait l'intérêt d'une telle projection mathématique? Voilà. Donc ça c'est la toute première des questions qui se posent hein, quand on a affaire quand on est devant un maillage comme ça en fait on se dit bon bah c'est quoi l'intérêt quoi. Hein, donc du coup bah, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc gardez à l'esprit bien sûr que voilà, hein, cette projection elle est infinie. Hein. Là on l'arrête à 10 mailles, hein, mais bon, c'est simplement pour pouvoir, voilà, pour pouvoir visualiser. Hein. D'ailleurs c'est largement suffisant pour visualiser l'ensemble du concept de mathématiques se projetant à l'infini. C'est pas la peine comment dirais, d'inscrire d'autres racines carrées et de tracer d'autres traits, ça sert à rien. De toute façon les carrés deviendraient tous noirs en fait, hein, forcément, tellement les intervalles se réduisent entre les racines carrées. Donc là ici on peut voir voilà donc pour essayer de répondre à cette question là on va s'intéresser déjà dans un premier temps à la diagonale justement hein, la diagonale de cette projection donc bon bah, c'est une diagonale en fait de 10 par 10 donc il y a 10 unités entières en diagonale aussi quoi, en fait quoi hein, et ces unités entières en fait se retrouvent elles-mêmes subdivisées par une succession de carrés filant à l'infiniment petit se réduisant de plus en plus hein. Donc on voit effectivement cette pixelisation se réduire à l'infini et ça préfigurait une densification d'énergie. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite et on va tenter d'extraire une formulation et d'observer si cette formulation aurait, on va dire, une certaine esthétique et c'est-à-dire du sens, quoi, je veux dire, au niveau conceptuel. Quoi. Donc voici voilà voilà cette ligne. Alors une petite relation quand même à faire. Comme je vous dis, là on aurait affaire au champ électrique, au champ magnétique, hein, donc de cette fameuse énergie électromagnétique, si ce n'est sous son aspect conceptuel, on est bien d'accord, hein, c'est bien ça, là on est vraiment dans l'aspect conceptuel, mais malgré tout, de manière fractale, parce que les concepts suivent aussi la notion fractale, hein, il n'y a pas de raison, hein, donc on peut déjà tenter d'y faire une relation en fait avec cette diagonale ici, là, hein, puisqu'il s'agirait d'énergie, hein, il s'agirait ici d'un champ d'énergie. Et on peut mettre ça en relation avec le diagramme de Minkowski en fait. Quoi. Donc le diagramme de Minkowski en fait, hein, on va dire, il a été établi en fait pour tenter de répondre à des questions, enfin des questions ouvertes à l'époque de la relativité restreinte d'Albert Einstein, c'est-à-dire des questions sur les dilatations du temps, de contraction des longueurs et ainsi que de simultanéité. Donc c'est un diagramme en fait qui a permis de répondre, on va dire d'apporter des éléments de réponse à ces questions en fait quoi. Et donc il faut savoir effectivement que du coup de ce diagramme, donc il y a un cône de lumière et le diagramme du coup là cette ligne si vous voulez donc c'est on appelle ça la ligne d'univers en fait. Voilà donc c'est appelé la ligne d'univers et c'est à mettre en relation avec le photon, hein, le photon de masse nulle. Donc ça traduira en fait grosso modo la trajectoire du photon en fait quoi. Donc ce qui est quand même pas inintéressant. Hein. Donc du coup bah, là la projection x et y du coup bah, x deviendrait de l'espace. Traduirait de l'espace plutôt, donc une notion de distance en fait ici, et y en lui ce serait le produit en fait de la vitesse de la lumière multipliée par le temps, donc par une durée, donc ici on aurait la notion de durée en fait quoi. Donc voilà, donc il y a peut-être une relation, il y a je pense une relation à faire justement avec nos connaissances, enfin avec ce diagramme de Minkowski en fait quoi.
en sachant que, bon, là, nous avons la ligne d'univers, donc on va s'intéresser à elle dans un premier temps, mathématiquement, pour voir si justement il y a du sens à donner à cette pixelisation, filant vers l'infiniment petit, n'étant composé que de carrés ici, de surface carrée en fait, et contrairement à de part et d'autre de cette ligne d'univers, où ce ne sont que des rectangles, justement. Ça aussi, c'est très important. Euh, voilà, et donc du coup voilà, ça va être ça, on va tâcher de voir en fait, et donc il faut savoir, oui, par rapport à ces diagrammes, il faut savoir aussi que c'est dans cette zone là en fait que les masses des particules en fait, que les particules acquériraient leur masse en fait, quoi. Ce serait dans cette zone là en fait, quoi. Hein. Voilà, donc quand on parle des trajectoires des particules, donc les notions de masse de particules, c'est dans cette zone là que ça se ferait, donc cette zone là et inversement ici en fait, quoi. Ici, c'est le reflet. On a exactement la même chose, en fait, si ce n'est perpendiculaire. C'est les mêmes rectangles, les mêmes surfaces, mais perpendiculaires entre elles. Donc là, du coup, on va s'intéresser là, effectivement, au contenu de ces mailles unitaires, dont on voit qu'elles sont subdivisées justement par la série 2n plus 1. C'est-à-dire que là, on a une surface, donc une maille avec une seule surface. La deuxième maille unitaire, en fait, on a trois surfaces. Voilà, donc sur la diagonale, en fait, il y a trois surfaces. Ensuite, il y en a 5. Ensuite, il y en a 7. Donc ça, c'est la série 2n plus 1. On retrouve ici, effectivement, la série des nombres impairs, en fait, quoi. En termes de quantification, je dirais, là, on peut appeler ça des pixels. Comme je dis, quantification d'une énergie entière surfacique par une sommation de pixels. Alors là, qu'est-ce que je veux dire par là, une quantification d'une énergie entière? Donc ici, voilà l'énergie entière, de surface entière. C'est ça, de surface entière en fait, quoi. C'est de l'énergie surfacique. C'est important ça. Et donc du coup, la question qui était intéressante à se poser, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'en cumulant justement ces énergies surfaciques qui tendent vers l'infiniment petit, il n'y aurait pas un intérêt justement, comment dirais-je, de parvenir en fait à des surfaces entières d'énergie. Là, on a la surface 1. La surface 2, combien il faudrait cumuler de pixels pour obtenir la surface 2, donc d'énergie, quoi. Alors je dis ça pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai oublié, je vais préciser quand même ça ici, c'est important. La projection des racines carrées, comme on a pu le faire là en fait, quoi, elle intervient aussi pour, et surtout pour, comment dirais-je, produire les surfaces justement entières, c'est-à-dire pour exprimer tous les nombres entiers, donc la série n plus 1, sous format de surface. C'est pour ça que les racines carrées, en fait, la projection des racines carrées serait fondatrice. Si je m'étais contenté simplement de mettre 1, 2, 3, comme j'avais fait au départ, le maillage élémentaire, et bon, 1 au carré, on aurait eu la surface entière de 1, mais 2, on aurait eu la surface entière de 4. 3, la surface entière de 9. 3 au carré égale 9. Et donc, du coup, il nous aurait manqué entre 1 et 2 la surface entière de 2. Donc c'est pour ça que la projection de la racine carrée de 2 au carré est égale à la surface entière de 2. La projection de la racine carrée de 3 au carré est égale, produit la surface entière de 3. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette projection des racines carrées, c'est de produire tous les nombres entiers au format de surface. Et donc d'énergie surfacique. Il s'agit bel et bien ici, gardez à l'esprit, d'énergie, uniquement d'énergie. Donc on parle ici d'énergie surfacique. Donc on n'a pas l'habitude d'utiliser ce terme surfacique, mais pour autant, bon, il est utilisé malgré tout. Et c'est tout à fait ça. Donc c'est tout l'intérêt justement de la projection des racines carrées. Et donc du coup, pour en revenir à ça, donc combien de pixels faudrait-il cumuler? Donc combien d'énergie surfacique faudrait-il cumuler appartenant à cette ligne d'univers pour parvenir par exemple à la surface entière 2. Donc pour 1, c'est 1, on est bien d'accord. Donc là, j'ai fait un petit calcul. Donc pour 1, la surface entière de 1, c'est 1 pixel, considérant ces surfaces comme des pixels. Donc, et pour obtenir la surface de 2, il faut cumuler les 55 premières petites surfaces, donc premiers pixels. Donc c'est-à-dire que ça revient à pousser jusqu'à racine carrée de 55, parce que le nombre 55 ici, donc le nombre n sous la racine carrée est égal au nombre de pixels en fait, de la diagonale, quoi. Donc du coup, ou le nombre d'intervalles en fait, vice versa. Et donc du coup, racine carrée de 55 égale 55 pixels. Donc si on additionne toutes les surfaces, les énergies surfaciques de tous ces pixels qui se réduisent, on obtient 2. Voilà, donc on obtient la surface de 2 en fait, quoi. L'énergie surfacique de 2. Et si on poursuit pour obtenir l'énergie surfacique de 3, il faut additionner 3025 pixels.
C'est-à-dire qu'il faudrait projeter ici jusqu'à racine carrée de 3025 pour obtenir justement 3025 pixels en diagonale. Donc voilà, qui se réduisent à chaque fois de plus en plus. Donc ça c'est bel et bien donc on va dire une quantification d'énergie relative à la ligne d'univers et donc qui aurait un rapport avec la masse nulle du photon. Quand même très important tout ça. C'est pour ça que justement je me suis penché là-dessus en fait quoi. Et donc bon la formulation donc elle est toute simple, hein, c'est une sommation. Hein. Le nombre n on le remplace ici par le nombre de pixels en fait quoi. Hein, c'est la limite. Hein, tout simplement, donc voilà, donc ça c'est le calcul de surface, hein, c'est les intervalles. Hein. Donc ça c'est une sommation, et donc cette sommation laisse apparaître quoi? Donc en termes de surface, donc de 1, donc on a 1 pixel, 2 on a 55 pixels, 3 3025 pixels, et donc là c'est très proche en fait si vous voulez d'une exponentiation du nombre 55. Hein, donc là 55 exposant 0, par convention, tout nombre à exposant 0 est égal à 1. Donc là on peut le noter comme ça en fait. Pour 1 pixel. Donc 55 forcément, donc c'est 55 exposant 1. 3025, 55 exposant 2. Et ensuite c'est 166 375, donc ça j'ai pu le vérifier, c'est le cas en fait quoi. Hein, donc c'est très proche effectivement, donc très proche de cette valeur là, donc cette valeur là qui est 55 exposant 3. Et donc là, ce qui sera intéressant, c'est de vérifier ce qu'ont les processeurs pour ça, en fait, hein, parce que là, c'est quand même balèze, il y a 9 millions de lignes de calcul. Hein, donc moi, je peux pas atteindre ça, en fait, quoi. Mais ce qui serait intéressant d'observer, ça serait, est-ce qu'il y a une continuité ici? Est-ce que la surface 5, hein, la surface donc d'énergie surfacique 5, est-ce que ça correspondrait à une sommation de 55 exposant 4, c'est-à-dire 9 150 625 pixels. C'est-à-dire une projection ici de racine carrée de 9 150 625. Voilà. Donc c'est ça qu'il faudrait vérifier en fait, quoi. Hein, et donc après, bon, j'imagine c'est exponentiel, hein, grave, hein, parce qu'après quand vous passez à 55 exposant 5, je sais plus combien ça fait, je sais pas combien ça fait, mais ça doit être un nombre assez conséquent, hein, 55 exposant 5, mince, j'ai pas remis à 0, autant pour moi, 55 exposant 5, vous voyez, donc là, on arrive effectivement à un nombre à 9 chiffres. Hein, donc effectivement, ça commence à être conséquent. Donc c'est ça qu'il faudrait vérifier en fait, quoi. Hein, parce que là déjà, ça. Alors pourquoi? Parce que ce nombre 55, attention, moi, si je me suis arrêté là-dessus, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que je peux vous assurer que ce nombre 55, dès le champ informationnel, dès l'étude du champ informationnel, il se, comment dirais-je, il se caractérise, hein, en fait. Hein, comment dirais-je, il se démarque. Hein, donc lui, c'est synonyme de symétrie. Hein, voilà. Lui, c'est vraiment et là, bah ouais, avec cette ligne-là, en fait, on est bel et bien dans l'expression d'une symétrie. Hein, entre ce qu'il y a de part et d'autre de cette ligne. Quoi. Et donc, c'est véritablement la signature du nombre 55 au niveau du champ informationnel, c'est bel et bien cette fonction-là, en fait. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'il m'a paru, moi, très étonnant de retrouver cette expositionnalité, autant pour moi, sur le nombre 55, en fait, quoi, pour exprimer justement cette sommation d'énergie surfacique. Très étonnant. Donc c'est pour ça, s'il y en a parmi vous qui ont la possibilité avec des processeurs ou même des logiciels de calcul, parce qu'il faut aller au-delà des 15 décimales, hein. Il y a une limitation à 15 décimales des logiciels de calcul grand public, et donc ça m'a pas permis justement d'aller au-delà de mon processeur. Mais s'il y en a parmi vous qui peuvent le faire, n'hésitez pas, hein, je serais curieux de voir la progression de cette mathématique, hein. Bien sûr, quoi. Parce que le nombre 55, comment dirais-je, c'est aussi le 10e nombre triangulaire, donc là on va voir pourquoi je le note ici. Et tout comme le 10e terme de la suite du nombre d'or. Hein. Donc je vous rappelle, j'ai moi-même en fait étudié le nombre d'or. Hein, comme je l'ai dit, le tracé de la page d'intro en fait, hein, c'est bel et bien la géométrie relative au nombre d'or symétrisé. Et pour le symétriser le nombre d'or, j'ai moi-même en fait arrêté la série donc au terme 21 et 30, 20, donc 21 au terme 21, donc ce qui fait qu'on a un rectangle de 21 par 34 égale 55. Donc voilà, c'est pas pour rien, symétriser. Hein, je parle bien de symétriser, c'est vraiment la fonction du nombre 55. C'est véritablement, voilà, comment dirais-je, ce qu'il traduit le nombre 55, c'est avant tout justement une symétrisation. Et c'est exactement ce qu'on aurait ici avec cette ligne pixelisée, cette ligne d'univers pixelisée. Donc c'est pour ça, cette mathématique, elle serait vraiment intéressante à observer en fait et à poursuivre, quoi. Donc du coup, cette mathématique va nous amener à quelque chose, une notion encore d'autant plus importante en fait. C'est-à-dire, quand on parle d'énergie surfacique,
Inversement, avec le rapport 1 sur, comment dirais-je, on parle dans ces cas-là effectivement d'une densité surfacique. Hein. Donc l'inverse d'une énergie surfacique est égal à une densité surfacique. Et donc ça, donc du coup, il devenait intéressant effectivement d'observer la mathématique, et non plus de surfacique, des surfaces, mais la mathématique justement de densité. Hein, de ces mailles unitaires justement quoi, en fait quoi. Hein, et donc du coup bah, voilà la mathématique et là vous allez voir que ça laisse apparaître justement dans les nombres triangulaires. Donc ça c'est très important, c'est vraiment très étonnant une fois de plus hein, de retrouver la série des nombres triangulaires dans cette mathématique donc, de la ligne d'univers en relation avec le photon. Et donc là on parle d'une densité. Donc qui dit densité en fait dit aussi en fait pression si vous voulez. Donc là on se demande si on ne serait pas avec des notions de densité et de pression éthérique. Hein. Donc ça ces notions-là qui seraient elles, mais alors pour le coup les meilleures candidates, enfin la meilleure candidate qui soit pour expliquer ne serait-ce que la cohésion des noyaux d'atomes, hein, un proton et neutron, pourquoi ils restent collés en fait quoi. Hein, on imagine bien que là il y a donc on appelle ça la force nucléaire forte, mais qu'est-ce que la force nucléaire forte d'où vient-elle? Par quoi est-elle produite? Ça, on n'a aucune espèce d'idée en fait, hein, justement quoi. Donc là, l'éther là serait vraiment un candidat idéal, une pression éthérique serait la candidate idéale en fait pour pouvoir expliquer justement ces phénomènes donc qu'on ne parvient pas à expliquer justement, hein, tout simplement en termes d'énergie quoi. Et donc du coup, bah là, on pourrait voir cette densité qui augmenterait en fait. Hein. Donc là, tout à l'heure, on avait des surfaces qui diminuaient, donc inversement, c'est normal qu'on se retrouve avec une densité qui augmente indéfiniment. Donc du coup, là, je vous invite à regarder simplement cette mathématique qui est juste sublime, hein, tout simplement. Donc elle n'est pas de moi, hein, c'est la nature qui produit ça. Hein. Mais donc elle est sublime à observer hein, au niveau de son contenu. Et donc ça peut pas être anodin, je dirais. Quoi. Ça peut pas être là comme ça, en fait, quoi, juste pour faire joli. C'est juste pas possible. Quand on voit le contenu de cette mathématique-là, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que quand on fait les calculs de densité, donc surfacique, de ces surfaces-là, justement, quoi, donc les rapports inverses, hein, tout simplement, hein, il s'agit de faire ça. Il s'agit de faire les rapports inverses des surfaces que voici. Nous avons les surfaces entre parenthèses, hein, donc on voit ici au carré, hein, donc les racines carrées c'est exposant à 1,5. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je précise, hein, racine carrée c'était pour pas trop charger, donc c'est l'utilisation de l'exposant à 1,5. Donc là on a bel et bien donc, les intervalles en fait, racine carrée de 1 moins racine carrée de 0, donc au carré, inverse. Hein, racine carrée de 2 moins racine carrée de 1, au carré, inverse, etc. Et voilà les résultats, donc on a racine carrée de 0 plus 1 pour le premier, racine carrée de 8 plus 3, racine carrée de 24 plus 5, racine carrée de 48 plus 7, etc. Donc là, on voit apparaître quoi ici, justement? Bon, on voit déjà un facteur 8, le voilà. Ça, c'est rapport, ça, c'est la figuration, si vous voulez, du format octogonal. Alors, ce qui n'est pas rien aussi quand on parle d'énergie, hein, quand on parle de conceptualisation, structuration d'énergie, de nombreux témoignages historiques, justement, nous l'ont transmis. Ça, hein. Vous voyez, dans de nombreux temples, en fait, ces deux carrés en rotation sur eux-mêmes, le format octogonal est surreprésenté, je dirais, au niveau des artefacts. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'il serait bel et bien, en fait, une cause première à l'énergie, en fait, quoi, en termes de structuration. Hein. Donc là, on a le format octogonal, l'expression du format octogonal dans les résultats, en fait, quoi, multiplié par, alors ce terme-là, n, facteur de n plus 1 sur 2, ça c'est tout simplement l'expression, en fait, ça permet de calculer les nombres triangulaires, justement. Hein. Donc on a le format octogonal produit par les nombres triangulaires, en racine carrée, plus 2n plus 1 qui est les nombres impairs, comme on peut voir ici, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Donc là, vraiment, le résultat, en fait, inverse des surfaces, des petites surfaces. Donc cette formulation-là, si vous voulez, est vraiment très troublante en fait. Quoi. Hein, c'est juste magnifique hein, ce qu'il y a ici. Là. Donc là, je laisse à chacun, j'ai essayé de figurer ça. Moi, je l'ai fait pour ma part. Je ne vais pas le partager ici parce que ça resterait de l'interprétation, toujours est-il. Mais ça se figure, ça en fait. Hein. Là, justement, là encore, on peut figurer tout ça en fait. Quoi. Et donc, c'est pour ça, vraiment, ça c'est une mathématique qui pour moi n'est pas là comme ça au hasard. Donc il faut comprendre que les nombres triangulaires, donc là j'ai fait une petite illustration pour les nombres triangulaires, voilà. Bon, représentation des nombres triangulaires, la figuration classique c'est celle-ci, hein, c'est un empilement de petites sphères en fait, quoi. Hein, donc au format triangulaire, en forme d'une petite pyramide, quoi. Et donc voilà, donc une sphère, plus 2, 3 sphères, plus 3, 6 sphères, plus 4, 10 sphères. Donc voilà, 1, 3, 6, 10, c'est la série des nombres triangulaires, etc. Donc après c'est 15, hein, comme on peut le voir ici. Mais la meilleure façon, la façon la plus, on va dire, la plus conceptuelle de se représenter, hein, ça c'est la figuration classique, c'est la figuration matricielle.
ou dite polygonale, il me semble. Bien que c'est pas vraiment polygonal, parce que polygonal, ça fait intervenir des triangles équilatéraux, alors que là, on n'est pas avec des triangles équilatéraux. Donc, mais par contre, voilà, matriciel. Matriciel, pourquoi? C'est la représentation des diagonales des maillages, toujours de 1 au carré. Pourquoi il faut garder cette constance, en fait? C'est-à-dire que l'information, c'est des matrices. Pour pouvoir, donc cette dimension nulle peut être observée par l'utilisation de matrices. Le champ éthérique, c'est un quadrillage à maille unitaire. Donc là, une fois de plus, donc il faut essayer de garder, de maintenir ce raisonnement justement sur le maillage unitaire en fait, quoi. Peu importe les concepts qu'on aborde, il faut toujours essayer de inscrire, de maintenir comment dirais, de rester inscrit en fait dans ce maillage unitaire. Donc c'est pour ça que cette représentation, bon, elle est juste, hein, mais elle est, je dirais, elle est basique en définitive, quoi. Hein, elle est basique. Là, à la limite, c'est très bien pour un empilement volumique. Hein, donc là, où on va dire, on maximise, on va dire l'espace, dans ces cas-là, le volume en fait, quoi, le volume occupé. Hein. Mais par contre, après, pour raisonner niveau énergie fondamentale, c'est plutôt cette figuration-là qu'il faut visualiser en fait, quoi. Donc là, il s'agit justement de diagonales, hein, lesquelles traduiraient encore une énergie, bien sûr. Et donc du coup, si on se met ici donc au point 1, ici en fait là, on se rend compte que la diagonale bah, serait égale à quoi? À se noterait comme ça, racine carrée de 2 multiplié par 0 au carré égale racine carrée de 0. Bah oui, il n'y a pas de diagonale, quoi. Donc la deuxième, celle du carré de 1, donc on sait que c'est racine carrée de 2, ça se noterait comme ça. Racine carrée de 2 fois 1 au carré égale racine carrée de 2. La troisième, on aurait donc là le carré de 2 par 2, donc selon Pythagore, hein, c'est 2 au carré plus 2 au carré égale 8. Donc la diagonale est égale à racine carrée de 8. Ça se noterait racine carrée de 2 fois 2 au carré, etc. Donc racine carrée de 2 fois 3 au carré fois 4 au carré. Donc là, ça fait apparaître quoi? Ça fait apparaître la série des nombres au carré, des nombres entiers au carré, en fait, quoi. Hein, multiplié par 2. Donc ça aussi, c'est très intéressant, en fait, de voir cette mathématique apparaître, en fait. Je veux dire, pas à l'intermédiaire des nombres triangulaires. Hein. Donc on va dire, on maintient, si vous voulez, cette logique d'observer les nombres triangulaires au format matriciel. Donc c'est pour ça que c'est bel et bien cette façon de voir les choses en fait qu'il faudrait privilégier, je dirais, hein, concernant les nombres triangulaires. Maintenant, je reviens vite fait quand même à cette notion de densité, hein, qui serait éventuellement une pression, hein, de l'éther. Bah écoutez, c'est une densité surfacique, donc c'est une tension superficielle, ce qu'on appelle une tension superficielle, hein, comme on peut le voir avec l'araignée d'eau là en fait, quoi. Hein, donc si elle marche sur l'eau, l'araignée d'eau, c'est parce que avec ses pattes elle déforme la surface de l'eau. Hein, donc si elle déforme la surface de l'eau, ça veut dire qu'elle augmente la surface. Hein, la surface est augmentée, donc l'énergie surfacique est augmentée. Et dans ces cas-là, si l'énergie surfacique est augmentée, ça induit inversement justement cette densité, comment dirais-je, d'énergie en fait, quoi. Hein, voilà, donc c'est ça donc ce qui dit densité, là dit pression en fait, quoi. Hein, donc ce qui permet justement à la petite bébête de marcher sur l'eau en fait, quoi. Donc voilà, c'est à mettre en rapport justement avec cette notion de tension superficielle en fait, quoi. Et produisant donc une densité d'énergie surfacique. Et là pour le coup, cette densité d'énergie surfacique en fait, quoi, ne fait que augmenter parce que les surfaces elles diminuent en fait, quoi. Hein, puisque c'est le rapport inverse, quoi. Donc ça serait quand même, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même, en imaginant que ça puisse être mis en relation, hein, mis en relation avec une pression éthérique, je vous raconte pas enfin, le genre de réponse que ça pourrait apporter sur nos inconnus scientifiques aujourd'hui, en fait, quoi. Vraiment, quoi, en fait, quoi. Donc voilà. Donc on va tâcher de progresser là maintenant au niveau du maillage dans son intégralité. Donc on s'est intéressé à la diagonale, cette fameuse ligne d'univers, hein, parce qu'il serait, hein, éventuellement la ligne d'univers en relation avec le photon. Là maintenant justement, donc comme je disais tout à l'heure, les masses des particules se feraient dans cette zone-là, en fait, la zone A, en fait, quoi, qui est perpendiculaire, en fait, la réplique, en fait, perpendiculaire, c'est la zone B, en fait. Donc tout le contenu de la zone A, c'est exactement l'identique que ce qu'il y a en zone B, en fait, quoi. Du coup, là, on peut se demander si cette projection des racines carrées, si au fond, ça serait pas un rayonnement radial, hein, après avoir justement observé ces formules quand même plus qu'esthétiques, hein, je dirais, quoi, hein. On peut se demander si justement on n'aurait pas à faire un rayonnement radial, donc tel que représenté ici, quoi. Et première question avec ce rayonnement radial, si c'était le cas, donc on voit que bon là on aurait un cercle de rayon 1 en fait, quoi, hein, racine carrée de 1. Ensuite, bon, si on regarde que les mailles unitaires, donc on aurait le cercle de rayon racine carrée de 4, hein, donc de rayon 2 en fait, quoi. Ensuite racine carrée de 9, de rayon 3. Et là, tout de suite, ça fait penser à quoi? Ça fait penser
éventuellement la quantification des niveaux d'énergie des atomes, donc notamment le modèle de Bohr en fait, quoi. Hein, on sait que justement il y a des étalonnements comme ça en fait par les nombres entiers. Hein. Et là on peut se demander si ça proviendrait pas justement déjà de cette logique conceptuelle en fait, quoi. Sachant que justement que le modèle de Bohr est très incomplet. Hein, il a été complété par la suite. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux d'énergie intermédiaires en fait, quoi. Et donc est-ce que ce serait pas justement l'intérêt justement de la projection des racines carrées? Hein, est-ce que ces niveaux d'intermédiaire plutôt ne proviendraient pas justement de cette projection conceptuelle des racines carrées? Voilà. Donc ça, c'est une question, hein, bien sûr. Hein. Là, voilà, je laisse chacun après de tenter d'y répondre. Mais voilà, il peut y avoir une relation ici à faire, quoi. Maintenant, ce qui est de plus important ici, puisqu'on a parlé d'énergie surfacique, tout serait énergie surfacique ici, en fait, quoi. Donc on va maintenant s'intéresser justement à cette pixelisation composée que de rectangles, en fait, quoi. Hein, donc de part et d'autre de la ligne d'univers. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que les cercles, ce que nous on se représente comme étant des cercles, donc des traits courbes en définitive, quoi, est-ce que ce serait pas avant tout une progression en fait de pixels contigus en fait, quoi. Hein, donc comme on peut le voir ici, voilà, c'est-à-dire les cercles, là, on voit effectivement, c'est une progression de pixels contigus. Hein, donc là, le quart de cercle, c'est le carré de 1 en fait. Hein, le deuxième quart de cercle, ça serait ces deux rectangles-là, pixelisés. Ça serait ces deux rectangles-là. Le troisième, le quart du troisième cercle, et eh ben voilà, ça serait ce rectangle-là plus ce carré-là et ce rectangle-là. Donc, voyez, donc là, on serait sur un quart, bien sûr, c'est un quart du rayonnement radial, mais on peut se demander si on n'aurait pas affaire à une pixelisation justement de ce que nous on appelle des cercles. Hein. Donc en termes d'énergie justement, quoi, pour exprimer justement ces fameuses lignes de cercle, en fait, quoi, il n'y a rien de plus abstrait qu'une ligne en définitive, quoi. Alors que là, du coup, ça deviendrait un peu plus concret, quoi. Hein, ça serait de l'énergie surfacique. C'est ça qui serait tout l'intérêt justement de cette mathématisation en fait, quoi. Hein, de cette mathématisation, c'est-à-dire la projection par les racines carrées. Donc on va le voir. Donc l'intérêt justement, tout à l'heure la question de quel est l'intérêt justement de ce maillage, eh ben, il est là l'intérêt. La réponse, elle serait devant nos yeux en fait, quoi. C'est-à-dire que cette projection, si je la continue comme ici par exemple jusqu'à racine carrée de 100, donc les 100 premières, hein, projections en fait, quoi. Et ben donc ici on a 100 pixels. On est bien d'accord pour cet arc en fait. Il est composé de 100 pixels en fait, quoi. Et ben cette projection là en fait, quand on fait un zoom, on se rend compte que si comment dirais-je, on accole en fait deux rectangles avec des côtés, donc des côtés en fait contigus en fait, hein, par des angles droits contigus en fait, quoi. Et ben ça permet justement de tracer à la perfection un arc de cercle. C'est ça en fait. Donc on part d'un carré là et on se rend compte qu'effectivement la courbe, hein, la courbure se forme, hein, au fur et à mesure de la progression justement on va dire de ce champ pixelisé. Et donc ça serait véritablement ici l'explication de la raison d'être de cette projection par les racines carrées. Ça permettrait justement l'expression du trait courbe d'une façon pixelisée, donc exprimant une énergie surfacique, hein, donc et inversement une densité surfacique. Donc là, ça serait vraiment, c'est le plus, je pense, l'aspect le plus important, hein, de cette projection en fait, quoi. Et donc du coup là, bah, un petit peu comme je l'ai dit, il faut toujours garder à l'esprit que ce carré, c'est le carré de l'information, hein, et que la projection, ça permet de voir cette information, d'observer le contenu de cette information, la structuration de cette information. Hein. Donc là, on se demande si effectivement, voilà, ce rayonnement, en fait, ça serait pas justement le rayonnement de l'unité de l'information, du champ informationnel, en fait, quoi. Donc voilà, c'est l'intérêt justement d'observer les choses par le concept, hein, parce que ça, on ne pourrait pas l'observer par l'expérimentation. C'est juste pas possible. Alors maintenant, voilà, pour en venir ici, je vous invite à prendre un cahier avec des carreaux, des petits carreaux, des grands carreaux, hein, donc des carreaux identiques, et essayer de tracer, en fait, hein, en pixelisant un arc de cercle, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Hein. C'est juste pas possible. On est obligé de tricher. Hein. Au moment où on va ici, on va être obligé de mettre deux carrés collés l'un à l'autre. Après, on va en mettre un ici. Ensuite, ici, on en mettra deux, puis encore un autre, et puis deux, et puis encore un autre, et puis ici, on en a deux l'un sur l'autre. Vous voyez, on est obligé de tricher comme ça, en fait, quoi. Donc c'est bel et bien du fait de la projection des racines carrées, c'est-à-dire que comment dirais-je, en utilisant des intervalles irréguliers, hein, du coup, parce que ce sera plutôt d'avoir des intervalles réguliers qui ne permettent pas une pixelisation parfaite d'un arc de cercle, c'est bel et bien ces intervalles irréguliers qui le permettent. Donc suivant une mathématique pour le coup remarquable, étant celle justement de la projection des racines carrées. Hein. Donc là on a la réponse justement à la question de tout à l'heure, en fait, quel intérêt d'une telle projection? Hein.
Donc bah voilà, donc là maintenant on va étudier justement, on va voir si vraiment c'est plus qu'un intérêt, hein, s'il y a bel et bien vraiment un concept mathématique derrière tout ça en fait quoi. Hein. Donc du coup, on peut se rendre compte qu'effectivement cette projection-là, bon, bah, est synonyme de rayonnement, hein, parce qu'on parle d'énergie. Hein, chacune des surfaces, donc des pixels, c'est de l'énergie. Donc du coup, on peut s'imaginer que ça serait qu'un quart de rayonnement, donc un quart de rayonnement, donc c'était effectivement c'est un rayonnement d'énergie, hein, tout simplement quoi. Hein, donc on est au niveau d'un un champ d'énergie qui potentiellement peut s'étendre à l'infini. Hein, on est bien d'accord, hein, peut s'étendre à l'infini. Alors attention, là on parle du champ éthérique relatif justement donc au champ espace-temps, donc du tout en fait quoi. Bon maintenant il faut imaginer que dans ce champ éthérique, composé lui-même de mailles unitaires, chacune des mailles unitaires pourrait en fait, je dirais, faire émerger exactement le même concept d'une manière fractale. Hein, avec des superpositions en fait quoi. Donc ça serait le champ éthérique relatif, le champ espace-temps relatif à mettons à telle ou telle particule ou telle comment dirais-je construction physique telle que nous sommes par exemple en fait quoi. Hein. Donc là on parle bien et bien du champ global en fait quoi, hein, bien sûr quoi. Donc du coup bah là on va étudier justement ce rayonnement complet en fait quoi. Hein, et essayer de voir un petit peu mathématiquement ce qu'il en est. Donc déjà important c'est que là on voit qu'on a bien sûr une alternance entre des projections paires et impaires. Hein. Donc on voit que les projections impaires intègrent hein, le carré justement les surfaces carrées relatives à la ligne d'univers en fait quoi. Alors que contrairement aux surfaces impaires, surfaces paires autant pour moi. Hein, les surfaces paires on a les deux rectangles mais on n'a pas de carré, on n'a pas de surface passant. Hein, intégrant la ligne d'univers en fait quoi. Ce sont bel et bien la projection des nombres impairs qui intègrent les surfaces de la ligne d'univers. Ça c'est important parce que depuis le champ informationnel c'est pareil. Comment dirais-je, les nombres impairs et pairs sont véritablement à distinguer hein, entre eux. Donc là, on a une sorte de damier, si vous voulez, hein, d'une façon la plus élémentaire qui soit pour observer ce champ. On commence par ça, en fait. Quoi. Donc par ce damier, en fait. Quoi. Donc là, on retrouve effectivement que bon, il y a une propriété en fait qui ferait la distinction entre ce damier, c'est-à-dire que pour les nombres impairs, on intègre hein, un pixel carré de la ligne d'univers, et pour les nombres pairs, non. Voilà. Donc du coup, bah, là maintenant, ça va consister à calculer, hein, calculer les surfaces. Bon, bah, là pour cette première surface, forcément, il n'y a rien de plus simple. Hein, donc pour essayer de voir s'il n'y a pas une mathématique justement, enfin s'il n'y a pas, vous avez bien compris que si, mais bon, du rayonnement de l'éther et une convergence vers pi en fait. Donc là on va traduire justement la mathématique qui va permettre de parvenir à ça en fait quoi. Donc voilà, on parle d'un rayonnement d'énergie. Hein. Quand je vous dis que pi c'est de l'énergie, bon bah là oui, hein, ça ne peut pas être autre chose que de l'énergie en fait quoi. Hein. Exprimé de cette façon-là. Hein. Donc là, la première projection, donc racine carrée de 1, bon on a ce carré de 1 en fait quoi. Donc racine carrée de 1 avec, si on pose le x en fait en dessous de la racine carrée, le x c'est le nombre de surfaces ou de pixels hein, pour un quart en fait quoi. Hein, c'est ça le x en fait quoi. Donc du coup, bah voilà comment dirais-je le calcul. Hein, donc A1 donc ici là est égal à racine carrée de x, donc racine carrée de 1 notamment, moins racine carrée de x moins 1, racine carrée de 0 en fait quoi. Donc au carré multiplié par 4. Donc voilà, racine carrée de 1 moins racine carrée de 0 au carré multiplié par 4 égale 4. Hein. Donc ça veut dire quoi ça? Ça c'est quand même très important. Ça veut dire que la surface d'initialisation, hein, l'énergie surfacique d'initialisation de la constante pi est égale à 4. Alors ça, voilà, moi ça, de toute façon ça a été... ça je l'ai vu justement, je l'ai vu d'emblée en étudiant le champ informationnel. Voilà. C'est pour vous dire, hein, comme quoi cette fameuse réduction des nombres à un chiffre, ce n'est pas que de la foutaise. Hein. Pour ceux qui en doutent, je peux vous assurer que si je n'avais pas étudié le champ informationnel et avec justement cette méthodologie de réduction des nombres à un chiffre, je ne serais jamais parvenu à construire tout ça. Parce que je me suis rendu compte depuis le champ informationnel que pi ne pouvait être qu'une surface de 4 initialement. Voilà, donc il me fallait trouver, moi, la manière de traduire la dégressivité de 4 à 3,1415, 92, etc. Donc là, c'est ce qui va être fait ici. Hein. Donc du coup, voilà, la première projection, donc effectivement, donc, on a bel et bien 1 multiplié par 4, hein, donc 4 carrés. Donc, hein. Donc le cercle de 1 serait un carré de 2, en fait. Quoi. Hein. Le cercle, autant pour moi, le premier cercle de rayon 1, oui c'est ça, le premier, donc c'est le cercle unitaire, hein, le cercle de rayon 1. Le cercle de rayon 1 serait un carré de 2. Donc le cercle de diamètre 2 serait un carré de 2 en fait. Voilà, donc ça c'est la première projection, et donc là du coup ça permet d'écrire la formulation générale.
Donc du coup, la formulation générale, bon, c'est celle que vous avez vue justement quand j'ai posté cette vidéo. Euh, Formulation du rayonnement de l'énergie éthérique. Vous voyez, donc c'est pas quand j'ai posé le titre si pi est délétère, ce n'était pas justement pour faire sensationnel. C'était pas du tout ça en fait, quoi. C'est que cette formule, c'est le résultat de cette formule en fait, quoi. Cette formulation exprime ça en fait, quoi. Tel qu'on a pu le voir et tel qu'on va continuer à le voir justement, quoi. Donc du coup, là, la formulation, on va la concentrer sur le pi divisé par 4, très important, le pi divisé par 4. C'est une mathématique très, très, très importante, ça. On le comprend, parce que conceptuellement, ça serait pi divisé par 4 en définitive. Ah oui, on projette depuis le point zéro dans un sens comme dans l'autre, et on a un quart de rayonnement. Après, c'est des reflets conceptuels. Avec valeur positive d'ailleurs, à noter, j'ai pas précisé, que l'on parte de ce côté-ci ou que l'on parte vers le bas, on inscrit toujours, on utilise toujours des valeurs positives. Les valeurs négatives, de toute façon, n'existent pas au niveau conceptuel. Les valeurs négatives, c'est un outil que nous utilisons, nous, pour nous repérer, en fait, pour situer les choses. Mais sinon, conceptuellement, ça n'existe pas. Donc, du coup, voilà la formulation. Donc, très simple, très élémentaire. Donc, c'est la formulation de quoi? C'est la formulation, justement, d'une sommation de surface, avec le rapport A fois B. Ça, c'est le calcul élémentaire de surface, en fait, quoi. Donc, c'est une sommation de surface conditionnée par une limite ici, en fait, quoi. Donc là, j'ai mis x égale n pour dire que n, ça appartient au nombre, c'est les nombres entiers, en fait, quoi. Avec y, on l'initialise à 0. Donc y, voilà, il s'inscrit là-dessus, on l'initialise à 0, en fait, quoi. Et donc, voilà, on pose un nombre n, et lorsque, effectivement, que comment dirais-je, le produit, enfin, le contenu ici de x moins 1 est égal à 0, en fait, on arrête la sommation, quoi. Donc, ça, on peut le voir, voilà, donc avec ce calcul-là, tout simplement. Donc, on va faire une projection avec le x égale 2. Donc, la deuxième projection, ce qui serait le deuxième cercle pixelisé, en fait, quoi. La pixelisation du deuxième cercle. Et donc, du coup, c'est x égale 2. Donc, voilà, x égale 2. Et donc, voilà, la mathématique. Donc, ça, c'est la mathématique complète. D'accord, mais bon, on va observer celle-ci qui est réduite. Donc, c'est bien racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 multiplié par racine carrée de 1 moins racine carrée de 0. Donc on a bel et bien cette surface-là, en fait, quoi. Plus, voilà, plus, parce que ici, en fait, donc comme on disait, le rapport x moins 1, il est là, en fait, quoi. C'est pas encore égal à 0. Donc plus, donc du coup, racine carrée de 1 moins racine carrée de 0, multiplié par racine carrée de 2 moins racine carrée de 1. Voilà. Donc là, le x moins 1 est égal à 0, donc c'est la fin. On arrête la sommation. Voilà. Donc ces deux valeurs donnent pi sur 4 est égal à 0,828, c'est-à-dire racine carrée de 8 moins 2. Ça aussi, c'est très intéressant. Je demande à ceux qui ont le regard affûté de vous intéresser à cette valeur-là, en fait, quoi. On parle de notions fondamentales, d'énergie fondamentale. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Observez bien cette valeur-là, en fait, quoi. Donc là, on est vraiment en projection, toujours pareil, racine carrée de 8, toujours garder à l'esprit, si on est dans un format octogonal, si on trace les diagonales des rectangles ici, on trace un octogone parfait. Pour cette, non pas ce qui serait la deuxième projection en définitive, parce que l'unité ne serait pas concernée. L'unité, c'est l'information. Les projections, justement, vont exprimer ce qu'il y a dans l'unité. Donc ça serait la première projection, ça. La projection racine carrée de 2 serait la première projection. Donc il est étonnant de retrouver la racine carrée de 8 pour cette première projection. D'autant plus que, comme on va le voir par la suite, quand on passe à la projection suivante, on décroche en termes de résultats. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de relation avec des racines carrées. Donc c'est ça qui est étonnant, en fait, quoi. Donc là, pareil, on fait le même calcul, donc avec x égale 3, troisième quantification. Là, par contre, on va passer par un carré de la ligne d'univers. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire une formulation générale, en fait, ici, quoi. Donc du coup, voilà, donc c'est bien racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 1 moins racine carrée de 0. Donc plus racine carrée de 2 pour le carré là, moins racine carrée de 1 multiplié par racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 moins racine carrée de 0 multiplié par racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Voilà. Donc là, on arrive effectivement avec x moins 1 égale 0, stop, on arrête la sommation et on obtient donc 0,807 multiplié par 4. Il ne faut pas oublier de multiplier par 4, bien sûr, si on veut lire la constante pi. Donc 3,22. Donc là, on n'a pas encore la première décimale après la virgule, on va dire, quoi. Donc on l'obtient, la première décimale, à la quatrième projection, ce qui serait la troisième en définitif. Si on considère que le carré de l'information ne serait pas une projection à proprement parler, en fait, quoi. Et donc du coup, pour cette quantification avec x égale 4, là on inscrit effectivement la première décimale. Voilà.
Donc là, bah, on continue comme ça, hein. Donc ça permet voilà, ça me permet de vous faire partager, enfin, de vous partager avec vous ce tableau. Voilà, donc ça c'est le rayonnement du rayonnement de l'éther, hein, progression de la constante pi. Donc on voit que, bah, on voit que ça donne une sphère en fait, quoi. Hein. On a une jolie sphère pixelisée, quoi, en fait, quoi. Hein, donc cette sphérisation là, en fait, elle est vraiment, bah, elle est surfacique en fait, de dimension 2 en fait, quoi. Hein, et donc entièrement produite par les racines carrées. Et ce qui est génial, c'est que chacune des progressions en fait tend vers pi en fait, quoi. Je parle bien de surface là, hein. C'est ça qui est le plus incroyable dans cette histoire en fait, hein. C'est que là, pi est exprimé sous forme d'énergie surfacique. Et donc j'insiste, qui dit énergie surfacique dit densité surfacique, pression éthérique. Donc il y a quand même, c'est quand même quelque chose d'assez, je veux dire, d'assez conséquent en termes de, je veux dire, en termes de trouvailles là. C'est quand même quelque chose, c'est inédit bien sûr concernant la constante pi, mais c'est conséquent surtout en fait, quoi. Hein, en termes de retombées, je veux dire scientifiques là, normalement ça devrait être conséquent, quoi. Hein. Donc voilà, donc voilà le tableau en fait, hein. Moi j'ai pu aller jusqu'à, bon là j'ai fait surchauffer mon processeur quand même, hein. J'ai fait 1 million, un peu plus d'1 million de lignes de calcul. Donc faut imaginer, donc là je répète, hein, donc le premier pixel, donc on commence avec 4, la valeur de pi c'est 4. Donc on a bel et bien une convergence surfacique dégressive, hein, initialisée à 4 pour aller vers 3,1415. Hein. Donc c'est une convergence dégressive en fait, quoi. Donc convergence lente et dégressive. Donc avec x égale 2, donc là on inscrit donc l'unité entière. X égale 4, on inscrit la première décimale comme on a pu le voir. Et ensuite il faut pousser jusqu'à x égale 14 pour avoir la deuxième décimale. Et comme on peut voir dans ce tableau ici, hein, x égale 14 pour la deuxième décimale, 102, donc racine carrée de 102, hein, projection de racine carrée de 102 ici sur l'axe, hein, donc pour avoir la troisième décimale. Ensuite c'est racine carrée de 1475, où là on inscrit deux décimales d'un coup, hein, la cinquième, enfin la quatrième et la cinquième. Et ensuite jusqu'à racine carrée de 11 305, puis ensuite 43 448, puis 170 412, et enfin 1 8 780 pour afficher la neuvième décimale. Donc voilà, donc c'est la limite que j'ai pu atteindre moi avec mon ordinateur, hein. Le processeur, comme j'ai dit, il a vu le rouge. Il faut quand même imaginer là ce que ça veut dire. Il faut quand même imaginer que ça paraît totalement improbable, hein. Qu'en additionnant, là il faut imaginer, hein, pour cette neuvième décimale, on projette jusqu'à la racine carrée de 1 8 780, on fait la projection, donc on aurait 1 8 780 pixels infinitésimaux, là, pour le coup, hein, en termes de surface, hein. Enfin, nous, à notre échelle, c'est infinitésimal, en fait, quoi. C'est des surfaces vraiment très très petites, infimes, hein, irrationnelles, en termes de numérique. Et en additionnant, on a la sommation de tous ces pixels-là, en fait, quoi, on inscrit la neuvième décimale de la constante pi. Donc voyez-vous, si ça, ça n'a pas, je dirais une importance, mais alors majeure au niveau de notre compréhension de ce que peut être la constante pi, et même au-delà, là, nous avons ici affaire à un champ d'énergie. Nous aurions affaire à un champ d'énergie, donc radial, ici en fait, quoi. Et cette énergie-là, justement, on va le voir. On va le voir par la suite, pour certains d'entre vous peut-être l'auront remarqué. Donc là, je mets un petit message pour inviter toute personne qui dispose non seulement d'un ordinateur en fait avec je veux dire, un processeur qui tienne le coup, et surtout qui puisse, parce que c'est ça en fait, moi j'étais aussi limité avec ça, qui puisse, on va dire, utiliser des logiciels de calcul non limités, hein, en termes de précision à 15, parce que nous c'est limité, les logiciels grand public ils sont limités à 15 décimales. Donc du coup c'est vrai que là on peut pas aller vraiment plus loin en termes de précision, hein. Donc j'invite ceux qui ont eu la possibilité d'utiliser ce genre de logiciel, non limité en termes de précision de décimale, et ben de poursuivre le calcul, hein, parce que forcément il serait intéressant, là, plus qu'intéressant, de le poursuivre et de le valider, hein, ce calcul-là en fait, hein. C'est totalement inédit concernant la constante pi, là, hein. Vous imaginez que nous, aujourd'hui, la constante pi, pour nous, c'est un nombre. Ce n'est rien d'autre qu'un nombre, c'est un facteur de proportion. C'est tout. Alors que là, c'est quand même un tout autre visage, hein, qui se dégage avec cette mathématique-là. Là, c'est plus du tout un nombre, hein. Pi, c'est un champ. C'est un champ d'énergie radial. Et pas n'importe lequel. L'éther. Pourquoi l'éther? Quelle est la particularité de ce champ éthérique? Et ben là, on va le voir maintenant ici. Là, on va le voir ici. C'est quelque chose qui m'a échappé au tout début, en fait. Mais c'est après coup, je me suis dit, mais mince, il y a un truc que j'avais pas fait gaffe sur le coup, là, en fait, quoi. Bah, tellement, forcément, la mathématique, déjà, la convergence est surprenante, hein, la convergence surfacique est surprenante. C'est vrai que ça, on le voit pas tout de suite. Mais bon, après, là, je me suis dit, mais mince, c'est quand même incroyable, quoi. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que peu importe la projection, hein, de ce qui devrait être un rayon R, normalement,
puisqu'on parle de pi, avec la relation justement du périmètre. Hein, donc le périmètre est égal pi d en fait, quoi. Donc P est égal à 2 pi r. Donc il y a bel et bien la notion de rayon qui intervient ici. Or, nous jusqu'à maintenant, avec les calculs qui ont été faits auparavant, peu importe la projection des racines carrées qui normalement devrait traduire un rayon, hein, le rayon est la progression de la racine carrée de x, normalement, et bien en fait on converge vers pi divisé par 4. Et non pas vers pi divisé par 4, c'est-à-dire avec, comment dirais-je, vers 2 pi r divisé par 4. Alors que normalement, on devrait converger vers 2 pi r divisé par 4. Or non, on converge vers pi divisé par 4. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que cette mathématique-là, en fait, est totalement décorrélée de la notion physique qu'exprime le rayon, en fait, quoi. Hein, le rayon, pour nous, c'est une distance. Ça peut être une durée, peu importe. On peut l'exprimer en distance ou en temps, peu importe. Mais bon, vous voyez, c'est une notion physique. Hein, on va donner une unité, en fait, au rayon. Alors que là, peu importe la mathématique projetée, donc qui pourtant tend vers l'infini. Hein, quand je mets ici, je mets bien 1, là, ici, je mets bien 1,4, 1,7. Et donc, c'est bel et bien une métrique que j'utilise, là, en fait, quoi. Mais ce sont des nombres scalaires. Ah, c'est ça qui est intéressant. Scalaires, quoi. Donc là, du coup, on est décorrélé du rayon. Hein, donc ça expliquerait non seulement la transcendance de la constante pi, transcendance dans le sens où ça transcende les notions physiques. Hein, donc là, ce serait le cas. C'est-à-dire qu'on a beau effectivement projeter à l'infini numériquement, hein, numériquement à l'infini en fait, quoi. Pour autant, le rayon n'intervient pas dans le résultat, hein, du calcul de la convergence vers pi, puisqu'on tend vers pi divisé par 4. Donc c'est cette décorrélation du rayon en fait qui non seulement expliquerait effectivement cette transcendance de la constante pi, hein, donc à mon sens, hein, et en plus, ça traduit quoi? Ça traduit qu'on a affaire à un champ scalaire, hein, en fait, quoi. Et donc, qui dit un champ scalaire, dit un rayonnement scalaire. Qui dit un rayonnement scalaire, on a affaire à la mathématique, on aurait affaire à la mathématique des ondes scalaires. Alors là, les ondes scalaires, c'est pareil, hein, il n'y a rien de plus mystique que ça. Hein, et pourtant, les anciennes civilisations, elles, là encore, nous ont témoigné, hein, de cette connaissance. Hein, qui veut bien le voir, hein, bien sûr, qu'en fait, quoi. Hein. Donc du coup, ça c'est vraiment un des aspects aussi, un des plus importants. Hein. Donc là je mets, hein, comme quoi, voilà, hein, si tant est que la projection des racines carrées de x, ça correspondait à un rayon. Donc là par exemple, il y aurait les 9 premières projections, on est bien d'accord. Donc ce serait racine carrée de 9 ici. Donc avec x égale 9, ça donnerait quoi? Ça donnerait r égale racine carrée de 9 égale 3. Donc ça veut dire que le périmètre devrait être 2 pi r, hein, c'est-à-dire 6 pi divisé par 4. Or, on a pi divisé par 4. Donc on a bel et bien effectivement une décorrélation du rayon, c'est-à-dire une décorrélation avec les notions de grandeur physique. Et donc on est bel et bien ici dans un champ scalaire, un rayonnement scalaire, donc des ondes scalaires. Ça c'est une grande première quand même. Hein. Conceptuellement, je pense que c'est la première fois en fait qu'on peut véritablement observer l'existence de ce type d'énergie, de ce type d'onde en fait du coup, quoi. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez mieux justement la raison du choix de ce premier partage en fait, quoi. Hein, au vu du contenu. Donc là maintenant, bon, forcément, ça conduisait à quoi? Ça conduisait à se dire, bon mince, du coup, en fait, comment on pourrait corréler de nouveau tout ça à un rayon, en fait. Bon, bah là, il faut en venir à la méthode d'approximation la plus intuitive qui soit, c'est-à-dire celle du pi d'Archimède, hein, qui consiste à tracer un polygone, hein, et augmenter le nombre de côtés, et ensuite le nombre de côtés réguliers, et ensuite additionner les côtés réguliers, et là, effectivement, on tend vers la constante pi corrélée à un rayon. Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a une corrélation avec le rayon. Donc là, du coup, on va voir le comparatif, hein, c'est-à-dire entre la pixelisation conceptuelle de pi et la méthode d'approximation de pi Archimède. Est-ce que pi Archimède aurait pu effectivement observer que pi était une énergie surfacique, par exemple? Donc là, on va voir que voilà le polygone à 96 côtés. Bon, bah, il a les allures d'un cercle, hein, forcément. Hein, donc là, je l'ai agrandi à 400%. Donc pour voir les côtés, en fait, voilà, j'ai tracé en fait ces lignes de toute façon. Donc entre chaque ligne, donc c'est un côté, hein, on est d'accord. Donc ici, il y a 96 segments divisés par 4, soit 24 segments réguliers. Hein, donc là, cet arc de cercle serait composé de 24 segments réguliers. Ok. Donc là, on va appliquer la méthode, hein, la méthodologie justement de report justement de ces côtés réguliers sur les axes x et y. Donc là, on se retrouverait un petit peu avec la logique, hein, comment dirais-je, de la projection des racines carrées. Si ce n'est que là, forcément,
cette projection-là, en fait, donc là, bon, je mets les pixels, donc j'encapsule chacun des côtés réguliers dans ce qui serait du coup des pixels, en fait, quoi. Hein, et du coup, là, on se rend compte que la mathématique des intervalles, d'ailleurs, on voit ici, elle n'est pas entière, parce que là, on a cheval, hein, là encore. Bon, la mathématique des intervalles, justement, ne permet pas, hein, donc ne suit pas une mathématique remarquable, telle que le séquençage perpétuel des racines carrées de n, en fait, quoi, de l'ensemble n. Hein, donc là, cette projection-là, en fait, n'a pas vraiment de sens mathématiquement. Hein. Et donc, du coup, si on fait la sommation ici des pixels, ah bah là, ça ne converge pas du tout vers pi. Hein. Voilà, c'est ce que je mets ici. Hein. Voilà, la sommation des surfaces ne peut pas converger vers la constante pi. Et dans ce cas, ne permet pas la formation d'un champ éthérique, d'un champ d'énergie éthérique. Donc, vous voyez, aussi intuitive soit-elle, cette méthode, au niveau surfacique, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner mathématiquement. Hein, d'autant plus qu'au niveau des pôles, là, on voit que les surfaces des pixels seraient nulles, en fait, quoi. Donc, on aurait comme une rupture d'énergie, en fait, quoi. Au niveau de ce halo, en fait, hein, c'est comme un halo, en fait, quoi. Hein, on aurait une rupture, en fait, quoi. Hein, donc, ça ne peut pas fonctionner. Mais par contre, ce qui fonctionne, en revanche, ce qui fonctionne, comme je dis, c'est la méthode la plus intuitive qui soit, c'est qu'effectivement, en faisant la sommation de chacun des côtés de ces polygones réguliers, on converge vers la constante pi corrélée au rayon. Et c'est ça qui nous intéresse. Là maintenant, justement, on va tâcher de voir, en fait, qu'en est-il, hein, de la sommation des diagonales des rectangles de la pixelisation conceptuelle de pi. Hein, donc là, maintenant, il va s'agir d'additionner non pas les surfaces, hein, de la construction de la constante pi pixelisée, mais des diagonales de chacun des rectangles. Hein. Donc du coup, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc du coup, on revient justement, ben là j'ai fait volontairement une projection avec R égale racine carrée de 24. Hein, du coup, parce qu'on avait 24 projections là, pour les 24 côtés, en fait. Hein. Et donc, du coup, là, plutôt d'avoir des côtés réguliers ici, hein, avec la projection conceptuelle, justement, donc de pi, en fait, quoi. Et ben, ici, on se retrouve avec une polygonisation irrégulière, en fait. C'est des côtés irréguliers sur x divisé par 2, c'est-à-dire la projection x divisé par 2, c'est-à-dire sur 1/8, hein, sur 1/8 d'arc, on a des côtés irréguliers. C'est ce qui singularise justement, une fois de plus, cette mathématique pixelisée du rayonnement éthérique. Hein. C'est-à-dire que là, on va se rendre compte que là, du coup, on vectorise. On n'est plus en mode surfacique, mais on est en mode vectoriel, en fait, du coup. Hein. Donc, en faisant la sommation de chacun des vecteurs de ce 1/8 d'arc et en multipliant par 8, on va se rendre compte qu'effectivement, bah là, on va de nouveau, en fait, être corrélé au rayon, en fait, quoi. Donc, en fait, si vous voulez, il faut se rendre compte que, voilà, là je répète, donc là c'est le rayonnement scalaire. Hein. On a beau projeter racine carrée de x, on a beau projeter le x à l'infini, on converge sur pi divisé par 4. Donc là, on est déconnecté de toute notion de grandeur. On est d'accord. Là maintenant, ça c'est le pi surfacique décorrélé du rayon. Maintenant, le pi vectoriel corrélé au rayon, eh ben, il faut tracer les diagonales de chacun des pixels. Et faire la sommation des diagonales. Donc ils deviennent des vecteurs. Hein. C'est avec des vecteurs, hein, d'ailleurs, par ailleurs, on utilise des vecteurs en fait pour traduire justement, hein, quand on parle de lignes de champ magnétique, de lignes d'énergie, on utilise justement des vecteurs. Donc du coup là effectivement, on se retrouve là par contre pour le coup corrélé à un rayon. Hein. Donc si je mets ici effectivement avec le x égale 24 en fait quoi. Voilà, ici j'ai fait voilà, donc si je mets le rayon x en fait ici là, donc le rayon effectivement r devient bel et bien racine carrée de x ici. Donc là, le résultat sera bel et bien égal à 2pi racine carrée de x divisé par 4, et non pas pi divisé par 4, en faisant la sommation de vecteurs. Et donc du coup là, tout laisse à penser, hein, clairement, tout laisse à penser, hein, quand on réfléchit à tout ça, hein, tout laisse à penser que cette énergie radiale 2 en 1, parce que là c'est du 2 en 1 en fait, on a une expression de pi, hein, d'énergie surfacique décorrélée du rayon, donc c'est-à-dire scalaire en fait, quoi, qui dans le même temps permet, au travers les diagonales de chacun des pixels, d'exprimer un rayonnement vectoriel. Donc là, pour le coup, comment dirais-je, corrélé à des notions physiques. Donc là, on a bel et bien une énergie radiale, en fait, 2 en 1. Et ben, là, on peut dire que ça devrait normalement répondre à l'insolvable question de l'énergie sombre, en fait, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Ça devrait normalement... hein, parce que ce qui nous manque, hein, l'énergie sombre, bah, c'est ça, c'est qu'elle est indétectable. Donc elle serait de type scalaire. Voilà, tout simplement. Elle serait de type scalaire. Hein, et l'énergie détectable, justement, serait de type vectoriel, en fait. Hein, donc électromagnétique, pour le coup. Hein. Donc là, bah, du coup, ça nécessite une petite transformation, ça, tout simplement, pour faire le calcul, ça nécessite une petite transformation de la première formulation. Hein, c'est-à-dire que là, on passe par la mathématique de Pythagore, avec c au carré égale a au carré plus b au carré.
pour calculer les diagonales. Donc voilà la transformation du produit AB, en fait, on passe à l'addition de A au carré plus B au carré, racine carrée, et on fait la sommation de tout ça. Donc là, j'ai volontairement, j'ai pas mis pi divisé par 4, j'ai fait donc pi directement, donc on multiplie 4 fois la sommation. Et donc là, pi est égal à quoi? 4 fois la sommation donc, de ces termes, donc voilà, transformés, donc on voit ici, ici les surfaces, donc entre crochets, donc voilà, au carré, plus, donc le signe multiplié devient un signe plus ici, même surface au carré, donc racine carrée en fait, quoi. Donc entre deux autres crochets supplémentaires, et donc 4 fois la sommation, et là, il ne faut pas oublier, bien sûr, de diviser par 2 multiplié par x au carré, parce que le x au carré, là, effectivement, devient le rayon, en fait, quoi. Enfin, devient, c'est pas x au carré, autant pour moi, racine carrée de x, autant pour moi. Donc 2 multiplié par racine carrée de x, parce que racine carrée de x, c'est le rayon. Donc là, on a une corrélation à nouveau à une notion de grandeur. Donc là, on a une formulation pi surfacique scalaire et pi vectorisée, spatio-temporalisée. Et voilà, donc là, voilà la progression. Alors donc elle est un peu plus rapide, mais pas grand-chose. Ça se tient, je dirais, quoi. Donc là, on commence, par contre, c'est intéressant, c'est qu'on commence avec la racine carrée de 8. La première, la première des projections, c'est tant est qu'on peut appeler ça une projection, parce que c'est toujours l'unité, en fait, c'est racine carrée de 8. Ensuite, bon, l'unité 3, donc on le tient avec la deuxième, donc 4, la première décimale 4, c'est à peu près comme... et ensuite, bon, c'est une projection de 26, tout à l'heure on était à 100 ici, donc 26, 50, 172, etc. etc. Donc là, je n'ai pas été chercher dans les millions, j'ai mis en repos mon processeur. Donc toujours pareil, j'invite ceux qui ont l'utilisation d'utiliser le logiciel, de poursuivre tout ça, en fait, quoi. Et de voir vraiment si tout ça se confirmerait, quoi, en fait, quoi. Enfin, c'est certain, oui, c'est sûr que ça se confirme. Mais enfin bon, de voir ne serait-ce qu'au moins la rapidité, plutôt la lenteur de la convergence, quoi, parce que c'est quand même des convergences quand même qui sont lentes, en fait, quoi. Et donc ça peut être intéressant à observer, quoi. Voilà. Donc une autre relation là que je ne vais pas développer plus que ça, mais je la fais pour ceux justement qui voudront pousser justement cette recherche. Quand on parle là, ici, là, donc le carré unitaire, symétrisé, ça lui donne un carré de 2. Comme on l'a vu, ça c'est la surface initiale de pi surfacique. Ce carré de 2, en fait, forcément, comment dirais-je, il ne peut pas manquer de rappeler, cette construction-là ne peut pas manquer de rappeler quoi? De rappeler, et dès lors qu'on vient de parler en plus de, comment dirais-je, de corrélation donc au rayon, donc ça veut dire quoi? Donc il y a une notion de grandeur physique, d'onde, et donc ça veut dire que d'un rayonnement scalaire, on passerait aux ondes électromagnétiques, cette fameuse notion 2 en 1 en fait, quoi. Et donc du coup, onde électromagnétique, là on peut pas s'empêcher de penser au cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique qui est un outil mathématique nous permettant notamment, comment dirais-je, de modéliser les ondes électromagnétiques, justement, quoi. Et là, ce qu'il est quand même étrange, c'est de retrouver, on va dire, la surface initiale de ce rayonnement scalaire, qui est, on va dire, à l'identique, comment dirais-je, de ce dans quoi s'inscrit le cercle, ce qu'on appelle le cercle unitaire du rayon 1, et par lequel, en fait, comment dirais-je, on utilise cet outil mathématique qui est le cercle trigonométrique, en fait. Donc ça permet d'exprimer quoi? Des angles avec des longueurs, en fait, le cercle trigonométrique en radian, en fait, quoi. Donc c'est tout l'intérêt justement de cet outil mathématique, et en relation directement avec les ondes électromagnétiques. Donc avec la modélisation des ondes, quoi. Donc il est difficile de ne pas mettre ça en relation. Donc le cercle trigonométrique, une fois de plus, ce ne serait pas un outil inventé par l'homme, mais il serait bel et bien inscrit dès les fondations. Du 2 en 1. Voilà. Il serait inscrit dès les fondations, en fait, quoi. Voilà, donc ça fait intervenir les notions de sinus et de cosinus. Et du coup, ça se passerait comment? Voilà, on aurait la projection, donc là on aurait effectivement le champ scalaire. Donc là, c'est quand on fait des calculs simplement des pixels surfaciques, d'énergie surfacique, et avec les vecteurs, on sortirait de ce champ scalaire pour produire des ondes électromagnétiques. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faudrait voir la chose, en fait. C'est comme ça que j'interprète la chose toujours. Et donc du coup, cette modélisation des ondes, en fait, on utilise le cercle trigonométrique, et donc là encore, ce qui est contenu dans ce carré ici, en fait, serait, on va dire, agrandi par cette projection des racines carrées. Et donc là, les cosinus et les sinus, en fait, prennent les allures des racines carrées, quoi. C'est ça qui est assez étonnant, justement, quoi. Et donc, du coup, là, on voit les valeurs remarquables, relatives justement au cercle trigonométrique, pour ceux qui connaissent, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6. Donc, avec les coordonnées racine carrée de 1 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, deviennent racine carrée de 25, racine carrée de 75. Ici, racine carrée de 2 sur 2 devient racine carrée de 50.
pour cette projection. Donc là, comme je dis, c'est des projections avec un exposant pair, en fait, quoi. Donc c'est avec un indice exposant 2n ici, quoi. Donc la prochaine projection où ces valeurs remarquables seraient inscrites mais multipliées par 100, ça serait ici avec, en projetant jusqu'à la racine carrée de 1 multiplié par 10 exposant 4. Mais ça permettrait justement d'avoir autant de subdivisions, c'est-à-dire autant de racines carrées, c'est-à-dire de mettre en relation, en fait, on va dire, les sinus et cosinus des tables trigonométriques avec les racines carrées, quoi. À mon sens, ça permettrait ça, en fait, quoi. Donc là, encore une fois de plus, un zoom ultime, on va dire, quoi, sur des subdivisions, justement, de ce cercle trigonométrique. Donc ça, c'est pas un intérêt, pas des moindres, en fait, je veux dire, c'est un intérêt, en fait, et donc, du coup, bah voilà, donc, pour modéliser, justement, ce passage, justement, d'ondes scalaires à ondes électromagnétiques, on peut le faire ainsi, en fait, quoi. C'est-à-dire ces pixels, donc les diagonales, en fait, quoi. Les diagonales des pixels, et ben justement, suivant un sens de propagation, donc suivant la progression de racine carrée de x ici, là, donc bah, du coup, il faudrait le voir comme ça, donc avec comment dire, les surfaces comment dire, diamétralement inversées, en fait, quoi. Donc vous voyez d'ailleurs, ça forme un 8 ici, là, quand on fait ça. Donc la surface de A, ici, la diagonale elle est là, la diagonale suivie par la diagonale de B, en fait, ici, diagonale de C, donc ici, en fait, quoi, et diagonale de D, en fait. Voilà, donc là on fait un 8, en fait, quoi. Et on revient à A, donc on aurait des signaux ici, en fait, les signaux électromagnétiques, la formation des signaux électromagnétiques. Donc déterminés par quoi? Par des surfaces, justement, initialement déterminés par des surfaces. C'est bien les diagonales, les vecteurs, en fait, donc qui sont les diagonales des surfaces. Donc ça, c'est une visualisation, en fait, des formats électromagnétiques, de cette énergie 2 en 1, en fait, quoi. Et donc là, ça permettrait d'observer que la première longueur d'onde serait racine carrée de 16, parce que c'est 4 fois racine carrée de 1, en fait, quoi. Donc là, voilà, c'est entre deux crêtes, la longueur d'onde, voilà, donc là on a 4 fois la racine carrée de 1, donc c'est 4, donc ça fait racine carrée de 16. Resterait à définir la puissance négative, parce que forcément on est au niveau fondamental ici, donc il faudrait déterminer, en fait, pour le carré de 1, c'est 1 multiplié par 10 exposant moins combien? Est-ce que c'est la longueur de Planck? Après, bon voilà, chacun se fera une idée, moi j'ai potassé là-dessus un petit peu, mais je ne l'exprimerai pas non plus ici. Donc voilà, resterait à définir cette puissance négative ici, en fait, quoi. D'initialisation, toujours pareil, quoi. Et donc voilà le signal, donc le fameux signal octogonal, que je parlais tout à l'heure, le voilà, ça c'est un octogone parfait, et c'est le seul. C'est la seule forme régulière, en fait, qu'un signal aurait, en fait, quoi. Donc ça c'est la projection de la racine carrée de 2. Ce qui serait, en fait, en définitive la première projection. Celle-ci serait pour la forme, c'est pour la compréhension. La première projection, ce serait celle-ci. Donc on voit ici effectivement la flexibilisation tend effectivement vers ce qu'on appelle nous les courbures, en fait, quoi. Les signaux alternatifs, quoi. Donc là après, bon, ça permet, voilà, de lambda serait égal à racine carrée de 2, donc 4 fois racine carrée de 2, racine carrée de 8, 4 fois racine carrée de 3, etc. Donc là, bah, on voit apparaître aussi dans cette série, là, dans les longueurs d'onde, ce qui est intéressant, c'est la série géométrique, au format racine carrée. Donc 16, 32, 64, 128, 256. Donc la série géométrique 2 exposant n plus 1. Donc ça c'est pareil, ça c'est pas rien, cette série géométrique, parce qu'on la retrouve absolument partout, en fait, quoi. Oui, absolument partout. Cette série géométrique est absolument partout. Donc et je finirai là-dessus, en fait. Oui, on arrive à la fin. Donc pourquoi la constante pi serait le champ d'énergie primordial, donc l'éther, pourquoi ce serait pas étonnant, en fait, quoi. Bah, écoutez, moi, voilà, c'est en travaillant sur les formulations, donc j'ai travaillé pas mal de temps, en fait, à essayer de trouver les valeurs conceptuelles de chacune des constantes, parce que bon, il faut savoir que comment dire, les valeurs des constantes physiques que nous avons, en fait, ne sont pas ajustées conceptuellement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elles sont expérimentales, justement, et donc il y a une déperdition, on va dire, de précision du fait de l'expérimentation elle-même, en fait, quoi. Et donc du coup, moi, j'ai pas mal travaillé, en fait, à essayer comment dirais-je, de cerner quelles pouvaient être les valeurs conceptuelles de chacune des constantes. Et du coup, bah, c'est aussi, en fait, en faisant ce travail que je me suis rendu compte que bah, c'était tout à fait logique que pi soit d'une part de l'énergie, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas du tout considéré aujourd'hui, bien sûr, pour nous c'est un nombre. Bah, c'est d'une part de l'énergie, et puis d'autre part, effectivement, que c'était même plus que l'énergie, ce serait forcément et probablement un champ, en fait, quoi. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est cette formulation, notamment, en fait. C'est quelques formulations qui m'ont permis de parvenir à cette considération. C'est-à-dire, la charge élémentaire, bon, c'est une constante qui est vraiment fondamentale, bon, c'est bel et bien la charge élémentaire, d'où son nom, en fait, quoi. C'est elle qui va quantifier les charges électriques, et notamment
par l'intermédiaire de nombres entiers, justement. Ce sont des quantifications entières, en fait, quoi. Et donc, cette charge élémentaire, quand on regarde, donc c'est de l'énergie, bien sûr, et quand on regarde donc la composition de sa formulation, bon, on a deux fois la constante de Planck, qui elle-même est une notion d'énergie, donc multipliée par la structure fine, bon, là encore, une notion d'énergie, divisé par mu0 multiplié par C. Donc tout ça, c'est de l'énergie, évidemment. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est mu0 multiplié par C. Donc la charge élémentaire est conditionnée, bien sûr, par ce qu'il y a au-dessus, et bien sûr, évidemment, par ce qu'il y a en dessous. Donc que sait-on de Planck? Rien, c'est un nombre. La structure fine, rien non plus. Donc tout ça, ça reste à travailler. J'ai travaillé là-dessus, j'ai quelques petites idées, mais bon, que je ne vais pas exprimer ici. Donc par contre, voilà, donc mu0, que sait-on? Pas grand-chose non plus, à vrai dire, quoi. Donc, mais par contre, on a quand même le produit ici, d'après les équations de Maxwell, est égal à l'impédance du vide. Donc là, voilà, la charge élémentaire est dépendante de l'impédance du vide, c'est-à-dire impédance qui dit impédance dit résistance. C'est une résistance en mode alternatif, ça. Donc l'impédance du vide qui se note Z0. Donc Z0, donc là maintenant il faudrait remplacer le vide par l'éther, bien sûr. Ça serait l'impédance de l'éther, on est d'accord. Et donc qu'est-ce que c'est que mu0 et epsilon 0? Donc toujours pareil en relation avec l'éther, c'est les propriétés justement qu'aurait l'éther. Donc la résistance, l'impédance de l'éther, la perméabilité magnétique et la permittivité diélectrique. Donc là, perméable, permittivité, bon, on voit bien qu'il y a un problème, il y a un phénomène de permission. On ne sait pas trop ce que c'est tout ça, mais bon, voilà, ça permet en fait, si vous voulez. C'est une permission, donc il faut voir ça comme des filtres. Des filtres justement aux propriétés magnétiques et des filtres aux propriétés électriques en fait, quoi. Donc c'est vraiment des propriétés intrinsèques de ce champ éthérique, de ces deux constantes là. Celles-là, elles sont vraiment ultimes, ces deux constantes. Donc on ne la voit pas souvent cette formulation là, alors que pourtant elle est vraiment ultime, quoi. C'est elle qui va conditionner non seulement la charge élémentaire, mais en plus la vitesse de la lumière. Parce qu'on le voit avec cette relation inverse, qui là encore exprimerait une densité d'énergie. Donc relation inverse de quoi? Relation inverse de ces deux seules constantes. Donc la vitesse de la lumière est calibrée uniquement à partir de ces deux seules constantes, qui sont des propriétés intrinsèques du divide, mais de l'éther, du coup, en fait, quoi. Et ces constantes, du coup, on a l'égalité ici, C au carré multiplié par mu0 multiplié par epsilon 0 est égal à 1. Et ces constantes ici, là, c'est quoi? Une quantification de la constante pi. Une quantification entière de la constante pi. Pour l'une, 4 pi, pour l'autre, 36 pi. Donc là, par contre, on se retrouverait ici, c'est pour ça qu'on retrouverait ici la notion d'énergie surfacique. Pourquoi? 4 pi, c'est l'expression de 2 pi r. Avec r égale 2 multiplié par 10 exposant moins 7, on obtient 4 pi exposant 10 exposant moins 7. Donc là, on a bel et bien l'expression d'une pixelisation d'énergie surfacique, du fait de l'intervention du nombre pi. Et là, pareil, là, par contre, c'est une densité, parce qu'on est sur un rapport inverse, mais de quoi? D'une pixelisation surfacique, une fois de plus. Toujours avec le même modèle, 2 pi r, avec r est égal à 18 multiplié par 10 exposant 9. Donc si on fait 18 multiplié par 10 exposant 9 fois pi, et inversement, c'est exactement la même chose, la même formulation que ça. Donc là, par contre, on aurait une densité d'énergie surfacique. Donc ces deux constantes qui seraient absolument ultimes, les propriétés, elles feraient les propriétés donc, de l'éther, et notamment sa résistance, c'est-à-dire son impédance, donc de ce champ scalaire. Au travers de ces constantes-là, en fait, si vous voulez, on peut voir qu'effectivement que pi ne peut être que de l'énergie. C'est clair, c'est bien plus qu'un nombre, en fait, c'est de l'énergie. Donc ça, moi, je m'en suis rendu compte avant même justement de parvenir à la construction de ce champ. J'étais convaincu, là encore, effectivement, assuré que pi ne pouvait être que de l'énergie, en fait, quoi. Et qui plus est surfacique, avec effectivement le format de pi r, en fait, ici. C'est clair. Donc voilà, donc ça permet justement de ne pas douter, je dirais, comme quoi pi, la constante pi, soit de l'énergie, et qui plus est un champ, là pour le coup, radial, éthérique, et même 2 en 1, permettant justement la formation et la genèse des ondes électromagnétiques. Donc j'imagine que pour beaucoup, c'est beaucoup d'un coup, tout ça. Mais il faut comprendre, c'est pour ça que je vous demande simplement de vérifier d'une part. J'invite tous les mathématiciens, donc peut-être qu'effectivement que là, je ne serais pas surpris que là, niveau notation, on me dise oui, c'est pas bien noté, parce que les limites, machin. Bon, j'espère que vous avez compris le calcul quand même, parce que c'est ce qu'il faut retenir, c'est le fonctionnement. Vous rentrez ça dans Excel, je vous assure, vous rentrez ça dans Excel, ça marche.
il n'y a pas de problème. Hein. Donc après, qu'il y ait quelques, on va dire, des défauts, on va dire, de formalisme, d'annotation, bon, j'en conviens, je conçois, je ne suis pas mathématicien, je me le permets. Voilà, je me l'autorise, on va dire ça comme ça. Hein. Donc s'il faut corriger quoi que ce soit, je serai preneur, il n'y a pas de problème, je corrigerai, mais par contre, tout en gardant par contre cette expression-là en fait. Quoi. C'est celle-ci qui est majeure. Et donc c'est pour ça, comme je disais, ce qu'il faut retenir avant tout de ce dossier, de cette présentation, c'est cette formulation-là en fait. Quoi. C'est-à-dire comment interpréter cette formulation. Je l'ai interprétée à ma façon, telle que je viens de partager avec vous. Hein, c'est ma façon, c'est ma vision des choses. Après, pour d'autres raisons, hein, je n'ai pas tout expliqué ici, parce que là, c'est une vidéo qui durerait des heures et des heures. Hein. Voilà. Mais comme je dis, je referai là maintenant, je vais vous laisser lire tout ça. Prenez le temps de lire page par page. Hein, vous faites des pauses, lisez le contenu. Certes, ça sera amélioré le contenu. Hein, c'est une petite synthèse à chaque fois pour chacune des pages. Mais bon, comme je vous dis, hein, là, il faudrait effectivement développer bien plus. Hein. Mais là, je n'allais pas faire une vidéo de 4 heures hein, non plus. Hein. Donc, pour cette première présentation, non, en fait. Quoi. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que voilà, c'est que pi en fait aurait un autre visage, la constante pi aurait bien un autre visage en fait de ce qu'on considère. Pour nous, c'est simplement un nombre, hein, c'est comment dirais-je, un coefficient de proportionnalité entre un diamètre et un périmètre en définitive, quoi. Alors que là, bon, comme vous pouvez le voir, c'est bien plus que ça, quoi. Hein, pi, c'est carrément, c'est complètement un champ, c'est un champ d'énergie. Un champ d'énergie radiale qui serait de type scalaire. Donc là, on aurait pour le coup comment dirais-je, une preuve pour le coup non pas expérimentale, mais conceptuelle, toujours est-il, de l'existence des ondes scalaires. Ces fameuses ondes justement hein, qui auraient des pouvoirs assez quand même curieux. Hein. Et justement, donc, ce rayonnement, comme on dit, 2 en 1, en fait, pourrait aussi, bien sûr, répondre en fait à la question de l'énergie manquante hein, à toutes nos observations, c'est-à-dire cette fameuse énergie sombre, dont justement sombre, parce qu'on n'en sait rien, on ne sait pas du tout ce que c'est, parce que elle est, comment dirais-je, inaccessible à l'expérience. On ne peut pas l'observer par l'expérience. Elle nous échappe. Donc ça serait bel et bien une énergie de type scalaire, une fois de plus, quoi. Immatériel, intemporel. Voyez-vous ? Donc c'est pour ça que c'est là-dessus qu'il faut véritablement se pencher en fait et que dire justement là, enfin c'est la première fois qu'on aurait un concept justement de ce champ de la propagation de la lumière justement quoi. Hein. Voyez, ce champ luminifère justement. Hein, parce que la lumière ne se propage pas dans rien. On est bien d'accord. Hein, voilà. Donc non, ça serait bel et bien au travers d'un support. Et là, bah, voilà le sérieux candidat. Hein. Le candidat sérieux en fait à ce support, c'est l'éther. Et lequel on pourrait le visualiser, ne serait-ce avec cette formulation. Hein. C'est vraiment ça, cette formulation-là, c'est ce que ça traduit en définitive. Hein. C'est pour ça qu'elle est magnifique en définitive. C'est pas parce que, voilà, c'est une fois de plus, hein, c'est pas de moi, c'est la nature. Hein. Cette formulation-là est juste absolument renversante, tout simplement renversante. À mon sens, elle est renversante. Hein. Au regard de ce qu'elle traduirait en fait. Quoi. Voilà, bon bah écoutez, je vais arrêter là, ça fait un peu plus d'1 h 30. C'est bien, je voulais essayer de faire en moins de 2 heures, bah c'est, on va dire, pari réussi, c'est cool. Donc bah, je vous remercie pour votre écoute, donc n'hésitez surtout pas à commenter, hein, bien sûr, quoi, hein, et à faire progresser, je dirais, l'interprétation, surtout de cette formulation mathématique, hein, de cette, on va dire, découverte, hein, c'est une découverte, hein, soyons clairs, hein, c'est totalement inédit. Et puis, si bien sûr, comment dirais-je, critique, tâchez de faire des critiques objectives. Hein. Ceux qui suivent ma page savent que j'aime pas du tout hein, les critiques là qui ne mènent à rien en fait. Quoi. Ça, c'est clair que je sors les crocs tout de suite. Quoi. Donc, tâchez de faire, de ceux qui ne connaissent pas, tâchez de faire des critiques objectives. Là, je suis preneur, au contraire. Hein, au contraire, hein, c'est comme ça qu'on avance. Donc, objective, hein, j'insiste. Quoi. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.